Alors, on va commencer par cette partie du programme, Descartes pour comprendre le monde. J'ai été amené à m'intéresser à cette partie du programme parce que des éditeurs scolaires m'ont consulté, quand ils ont reçu ce nouveau programme, m'ont consulté pour savoir comment on pouvait aborder cette chose un petit peu difficile. Donc c'était en même temps des directeurs de collection qui sont des enseignants, des profs, et des directeurs éditoriaux des maisons d'édition qui théoriquement travaillent main dans la main pour établir ces programmes, mais qui n'étaient pas forcément d'accord sur la manière d'envisager la question. Donc quand j'ai été consulté pour une maison d'édition en particulier qui achète, on avait là un directeur de collection plutôt progressiste, un géographe très ouvert, qui avait envie de bouleverser, de profiter de cette opportunité pour présenter le monde à travers un travail cartographique un peu progressiste, un peu novateur. On a donc proposé une maquette et qu'on a proposé à la direction éditoriale du service des livres scolaires. Et puis, ils ont un petit peu eu peur en se disant non, ça ne marchera pas. Par conséquent, on refuse le projet et on va se baser sur une cartographie plus attendue, plus classique, plus traditionnelle, qui, voilà, on avait peur d'effrayer les enseignants en fait, hein, une cartographie dont les enseignants ont l'habitude pour qu'ils puissent travailler. Cela dit, les enseignants, bon, ceux avec lesquels je me suis entretenu se sont déclarés mal préparés à cette approche, représenter le monde par les cartes. En plus, elle était triple, parce que c'est une approche, on demandait qu'elle soit en même temps géographique, éventuellement avec des explorations historiques, en même temps thématiques, et en même temps scalaire, c'est-à-dire il fallait envisager les problèmes à différentes échelles. Et évidemment, faire une relation, mixer ces trois thématiques-là, c'est difficile. Et il faut le faire de manière simplifiée, évidemment, pour que et la terminologie et les cartes soient accessibles pour ceux à qui c'est destiné, c'est-à-dire les élèves. Recherche de liens entre ces dimensions voilà, économiques, environnementales, sociales. Alors, beau projet, mais pour moi, comme on dit en anglais onusien, un peu wishful thinking et un peu difficile à atteindre, un objectif un petit peu compliqué à atteindre, et pour lequel voilà, je voulais discuter avec vous d'alternatives. Alors là, je suis un petit peu gêné parce que, en même temps, quand je regarde et que j'analyse les livres scolaires sur lesquels vous travaillez, en première et en terminale, je suis souvent pas d'accord avec les approches sur la mondialisation, sur les approches géopolitiques, sur les liens qui sont faits. Donc on sent bien que les auteurs des livres voilà, vont travailler dans une géographie qui est beaucoup moins descriptive et beaucoup plus systémique. Je ne remets pas ça en question, on fait des liens, on fait des flèches, on essaye voilà, de connecter le monde, de faire un travail sur la mondialisation, sur le village monde, on va mettre en avant des acteurs, des centres de pouvoir. Et puis on va travailler sur, voilà, sur des zones émergentes, des grands émergents, des petits émergents. On va essayer de les mettre en relation, de montrer quels sont les liens. Donc c'est pas trop ça que je remets en question, mais c'est plutôt une vision. On retrouve toujours les visions nord-sud. Elles sont pérennes, elles sont présentes. Et ces visions nord-sud, de mon point de vue, elles sont de moins en moins pertinentes. Et quand je parle des visions nord-sud, c'est qu'il y en a plusieurs. C'est que parfois, bon, on intègre ou pas la Russie, on intègre ou pas la Chine et l'Inde, ou très très largement, mais on fait l'impasse sur le foisonnement sud-sud qui est en train de naître, qui n'atteint pas naturellement les volumes encore... alors, on s'est un peu moqué de moi ce matin parce que je parlais de cette circulation monde, de cette triade, et j'ai un petit peu effectivement... critiquer la notion même de triade, et après, naturellement, pour vous, cette triade, il faut bien en faire quelque chose, il faut la présenter aux élèves, et qu'est-ce que vous allez dire de vos élèves de cette triade qui, dont la croissance s'est considérablement ralentie, qui fait pratiquement plus de croissance, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à la Chine, à l'Inde, BRIC, etc. Ça n'est pas très très facile. Alors je suis assez tenté, aujourd'hui, de proposer une alternative qui est un compromis, c'est-à-dire d'accepter de garder cette vision
dont je pense qu'elle est anachronique. On parle des acteurs, des centres d'excellence, des inégalités dans les mouvements de mondialisation, les satellites, les pays satellites de la mondialisation, etc. Moi, je ne suis pas du tout sûr, même si c'est des terminologies, des concepts qu'on voit passer dans les livres scolaires et qu'on voit passer dans la géographie, je ne suis pas sûr que cette vision soit valide encore. Je ne suis pas sûr qu'elle peut se comprendre dans ce contexte. Quand on parle de l'Afrique, par exemple, et qu'on parle toujours de retard de développement, de problèmes socio-économiques, de problèmes de santé, tout ça est vrai, mais on n'envisage pas pour l'Afrique autre chose qu'un projet de croissance économique à la mode libérale ou à la mode occidentale. On fait l'impasse complet sur des alternatives économiques qui existent, qui sont développées et qui ne sont pas... Alors, comme je l'ai dit ce matin, ça n'est pas nécessairement l'Union soviétique ou le goulag, c'est-à-dire l'alternative à une économie libérale capitaliste, si on veut utiliser un mot comme ça un peu fort, un peu brutal, eh ben, ça n'est pas le goulag, ça n'est pas l'économie planifiée. Il y a des alternatives très subtiles, très intelligentes qui sont développées, mais qui malheureusement n'apparaissent pas, et c'est un gros manque. Maintenant, je suis très pragmatique aussi et très conscient du fait qu'on ne peut pas tout bouleverser d'un coup. Et la raison pour laquelle les enseignants et les éditeurs scolaires étaient extrêmement inquiets, c'était de se dire, on sent bien que pour aborder cette question, représenter le monde par les cartes, ce monde nouveau qui depuis 2 décennies est en plein bouleversement, qui a été très très stable et très compréhensible, très lisible pendant toute la période de la guerre froide, aujourd'hui on en a perdu la grille de lecture. Personne n'est vraiment capable de dire comment ce monde évolue, où sont les nouveaux centres de pouvoir, est-ce qu'on est toujours dans un monde bipolaire ou multipolaire ou polycentrique, pour reprendre l'expression de notre collègue Philippe Golub. Extrêmement difficile de le déterminer, et l'idée est donc de ne pas tout bouleverser et de se lancer dans des représentations complètement nouvelles ou des approches complètement nouvelles que je vais essayer de vous présenter après cette petite introduction, mais de faire un mix, c'est-à-dire de garder ces anciennes représentations en essayant de les adapter, en essayant d'y avoir un regard critique, et en même temps à côté de proposer des regards nouveaux, une cartographie nouvelle qui va décrire, raconter les territoires d'une manière nouvelle qui sera une manière un petit peu plus, je dirais, perceptive. Comme il y a quelques années, on a introduit dans les manuels, on travaillait avec la projection Mercator pour les géographes, et c'était une projection Winkel, mais des projections extrêmement classiques. Et je me souviens, quand j'ai moi-même fait de la cartographie scolaire dans les années 90, tout à coup, c'était très très révolutionnaire et très novateur d'introduire d'autres types de projections, des projections polaires, où on renversait le monde dans les sens, où on inventait des projections. Jacques Bertin a fait des projections aussi un petit peu originales. Mais tout ça avait l'air d'être une découverte, de plus représenter ce monde avec l'Europe au centre, mais avec l'Amérique au centre, ou avec... Voilà. Et ce qui a permis de lancer le débat sur notre centralisme, la centralité, l'européocentralité. On parlait de monde occidental, mais voilà, même la notion de monde occidental. Qu'est-ce que ça veut dire, le monde occidental? En fonction du lieu où vous vous trouvez, l'Occident, c'est... à l'Est et à l'Ouest, si vous êtes en Chine, l'Australie c'est l'Occident, l'Europe c'est l'Occident, parfois l'Occident est à l'Orient, c'est vraiment une question de point de vue, de perspective, et naturellement, quand on doit aborder ces questions avec les élèves, c'est évidemment un petit peu gênant. Alors, mon message aujourd'hui, c'est que je peux comprendre que les enseignants soient inquiets par cette approche, parce que ça implique un travail supplémentaire. Représenter les cartes par le monde, ça implique qu'on revienne sur, ou qu'on réexplore plus exactement, la notion de vision du monde, de perception. On analyse le monde et on en a une idée. On a une perception, une vision. Traiter un sujet par le texte, même illustré, c'est assez facile, parce que on peut par le texte beaucoup jouer sur le descriptif, aussi sur le systémique, mais sur le descriptif. Et le texte géographique vous permet un degré d'abstraction qui est assez pratique, même s'il est accompagné de cartes qui vont venir illustrer le texte. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de traiter un sujet directement par la carte, en proposant une mission, la carte au cœur de l'analyse, avec le texte
secondaire, le texte qui est une description, une analyse, un commentaire de la carte. Vous voyez, on est dans l'autre sens. Mais là, vous ne pouvez plus raconter l'espace. Il faut le dessiner. Et à partir du moment où vous dessinez l'espace, eh bien, il faut s'engager, avoir une vision. D'où l'idée que cette vision, même si ce n'est pas la vérité, même si on assume le fait que ce n'est pas une représentation de la réalité, que ce que vous voyez, que ce que vous allez cartographier, ce qui vous est donné à voir, c'est le monde tel qu'il est vu par le producteur de la carte ou son commanditaire, systématiquement. C'est une posture qui est difficile à soutenir parce qu'elle va à l'encontre de ce que l'essentiel de la cartographie ou de la géographie, que j'appellerais orthodoxe ici, mais c'est pas une qualification honteuse, ni voilà, c'est pas une insulte, mais une cartographie traditionnelle qui ne s'y reconnaîtra pas. C'est une posture qui demande aussi un certain degré d'abstraction, un grand niveau de connaissance, et d'accepter l'idée que la cartographie qu'on va produire, c'est une cartographie donc dite subjective. Il faudrait que j'en prenne une que j'ai présentée ce matin. Que vous produisez à travers un certain nombre de filtres, ce que vous savez, ce que vous êtes, votre niveau de connaissance, votre sensibilité artistique, vos valeurs philosophiques, votre éthique, éventuellement même votre positionnement politique. Mais en tout cas, des filtres, une image finale qui va nécessairement dépendre de tous ces filtres. Donc autant vous dire que l'image que vous produisez ne sera pas une fidèle représentation de la réalité. Elle sera déjà une représentation tronquée de la réalité, en ça que vous n'allez pas tout mettre sur la carte. Donc elle est un mensonge en ceci qu'elle est une représentation tronquée de la réalité, mais surtout, elle est une image qui va provenir directement de votre cerveau filtré, qui sera la manière dont vous voyez le monde. Et comme je l'ai dit ce matin, mettez 10 géographes en face d'un paysage, demandez-leur de cartographier ce paysage, et vous aurez 10 cartes différentes, puisque chacun ne verra pas la même chose. Alors, j'insiste beaucoup sur cet aspect, parce qu'on a trop souvent l'impression que la carte un peu gravée dans le marbre sert de Bible, en quelque sorte, et on oublie que la carte, elle est l'expression du savoir, elle est une construction intellectuelle, elle n'est pas la représentation de la réalité. On fait cette confusion, et comprendre le fait qu'elle soit une construction intellectuelle et qu'elle représente la vision d'une personne humaine, faillible, va considérablement aider, ensuite, dans la production, à avancer et à proposer des visions alternatives aux visions qui sont en quoi. Alors, voilà, c'est un secret pour personne. Si on regarde la géographie dans les manuels ou telle qu'elle est enseignée au lycée, cette géographie-là, cette cartographie, elle prend acte d'un système économique, elle ne le dit pas comme ça, mais qu'elle considère être unique, le seul valable. En tout cas, elle ne se pose pas la question sur les autres. Alors ce que je dis là, c'est de la réflexion, c'est-à-dire je suis conscient aussi qu'on ne va pas faire la révolution dans les manuels scolaires et dans les programmes comme ça va prendre du temps, mais puisqu'on est là pour réfléchir, avoir des pistes un petit peu ouvertes, de voir ce qu'on peut faire en complément de ce qui vous est donné, comment éventuellement éveiller les élèves à d'autres structures. J'ai dit que pour l'Afrique, il y a des modèles économiques alternatifs en place, différents, qui ne sont pas l'économie planifiée, mais qui ne sont pas non plus l'économie capitaliste, et qui sont très intéressants parce qu'ils tiennent compte de ce qu'est la société africaine, ou les sociétés africaines plus exactement. Et à mon avis, c'est un aspect de la géographie qui mériterait largement, qui aurait sa place à côté de l'analyse économique traditionnelle. Alors, difficile parce que, bien sûr, il faut redéfinir cette vision. Alors, oui, quelle vision dans ce monde bouleversé? C'est encore l'autre problème. Et les grilles de lecture restent encore à inventer. Je pense personnellement qu'il faut remettre en question, mais continuer à questionner la vision nord-sud, questionner l'approche village-monde, avec cette fameuse triade, avec cette fameuse circulation au nord où tout se passe. Et puis, peut-être cesser de penser que la panacée, c'est la croissance, le développement, la compétitivité,
et peut-être s'intéresser à des indicateurs qui ne sont pas nécessairement des indicateurs financiers, quoique bon, l'argent naturellement dirige le monde et c'est la décision est là où est l'argent, néanmoins d'essayer d'introduire dans le savoir des élèves des indicateurs qui peuvent montrer d'autres types de richesses. Je n'ai pas le temps de le développer ici. Beaucoup d'équipes et d'académiques dans le monde travaillent sur des indicateurs, d'autres indicateurs qui peuvent montrer la richesse d'une culture par le nombre de langues, par un certain savoir, par les relations, par le bien-être, etc. Et on peut avoir des résultats qui sont des résultats différents. Et je pense que pour des pays voilà, qui sont loin dans la liste du PNB, bah, pas trop en Amérique du Sud, mais en Afrique et en Asie du Sud sûrement, je pense qu'il y a des indicateurs qui sont intéressants à développer et qui montreraient une autre réalité de ces pays, pour ces pays. Excusez-moi. Oui. Donc l'IDH ne serait pas suffisant? Alors, oui, on peut parler de l'IDH et c'est très intéressant parce que l'IDH est un index, c'est un indice composite. Alors il est intéressant parce que c'est un indice composite. C'est un indice composite qui va aller prélever dans l'économie, dans l'éducation et dans la démographie puisqu'il inclut la mortalité. Il est intéressant parce qu'il va donner une approche, une indication, mais il n'est pas suffisant. Voilà ce que je veux dire. Je pense que c'est un travail qui a été un travail qui a permis une avancée pour mieux voir les tendances des pays. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, on a des IDH depuis 1975 jusqu'à 2013. On a des IDH subrégionaux ou subnationaux pour certains pays, qui vont montrer que dans des pays comme le Kenya, par exemple, vous pouvez avoir des deltas ou des rapports de 1 pour 4 sur le développement, où naturellement, bon, ce sera pas tellement étonnant de voir que certaines régions rurales au Kenya seront 4 fois moins bien notées que certains quartiers de Nairobi. Ça permettra de voir que vous avez à Nairobi un IDH qui sera équivalent à un certain quartier au nord de Manhattan. Bon, voilà aussi une vision qui est intéressante, qui va venir un petit peu mitiger, si je puis dire, l'indicateur. Mais, alors, je dirais, il est bien. Moi, je veux être plutôt positif. D'abord, je l'utilise beaucoup, je le traite beaucoup, je le maltraite beaucoup statistiquement parlant. On essaye de lui faire dire le plus possible et on peut voir certaines tendances intéressantes. Hein, vous voyez, depuis la crise, si on prend l'IDH grec, qu'on le compare avec un autre pays européen, eh bien, déjà dans cet indicateur, qui est vraiment un indicateur général, on voit très bien Grèce, Espagne, Portugal. Et si on fait la courbe, je n'ai pas prévu de vous la montrer, mais on voit l'effet de la crise. On voit que l'IDH a déjà sensiblement baissé en Grèce, un peu moins en Espagne, un peu moins au Portugal. Donc, en ceci, qu'il montre des tendances vraiment très fortes, donc ça veut dire que la crise grecque est une crise qui est terrible. Si on le voit même dans la statistique à cette échelle-là, ça veut dire que c'est une crise terrible. Si la Grèce perd ne serait-ce que 0,2 points d'IDH en moins de 5 ans, on est là dans un phénomène qui n'est jamais vu, et donc du coup ça va nous alerter. Et voilà, pour les programmes, pour la géographie de l'Europe, si tant est qu'on traite la géographie de l'Europe, je pense qu'il va falloir avant tout s'intéresser aux tendances, à ce qui se passe dans toute cette bande sud de l'Europe, là du Portugal, Espagne, Grèce, Italie probablement aussi, mais dans une moindre mesure. Et on va certainement avoir à redessiner la carte thématique de l'Europe. Voilà, au vu de ces tendances, de ces statistiques, de cette dégradation, on ne pourra certainement plus représenter l'Europe comme on l'a fait avant, et on va être obligé de créer une catégorie spéciale pour ces pays dont l'IDH s'est considérablement réduit. Donc, ça veut dire aussi il faut une veille, il faut être attentif, et aujourd'hui c'est compliqué d'être attentif parce qu'on ne peut pas en même temps enseigner, en même temps être attentif, en même temps faire des cartes, surveiller ce qui se passe en Russie ici et là. Donc je peux comprendre, voilà, je peux comprendre l'anxiété des enseignants dans un monde qui bouge de plus en plus vite, où les transformations ici et là sont de plus en plus rapides. Alors quelle alternative, quelle vision, comment on peut définir ces nouvelles visions ? Je vais me permettre de vous présenter quelques alternatives. Soyons concrets. Encore une fois, c'est de la réflexion.
Donc j'avais prévu de vous présenter quelques cartes du manuel de terminal pour en faire un petit peu disons une analyse critique. Mais finalement, comme on n'a pas beaucoup de temps, il fallait choisir. J'ai préféré ne pas faire ça parce que vous pouvez le faire par vous-même. Vous voyez bien ce que sont le paradoxe de systématiquement revenir sur cette vision nord-sud, d'évacuer la vision sud-sud, etc. On peut faire ça après, on peut en discuter. Mais je préférais vous présenter des alternatives un peu nouvelles que peut-être vous n'avez pas vues, que nous avons publiées un peu ici et là, mais de vous les présenter et de voir ce qu'elles pourraient apporter en plus dans les analyses que vous êtes amenés à enseigner. Donc je voulais dire aussi, terminer par ça, c'est que les visions alternatives, je ne veux pas non plus avoir l'air de dire que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, qui vient de sortir depuis quelques années sous la houlette de ce qu'on peut appeler la cartographie radicale ou la cartographie critique. Il y a une autre terminologie, on a parlé de cartographie émancipée ou émancipatrice qui montre en fait que un certain nombre de gens dans la discipline cartographique tenaient à avoir plus de liberté, donc à sortir des contraintes et du carcan de ce qu'on appelle la cartographie traditionnelle, qui a ses règles sémiologiques. Et le premier quand même à le faire, il faut le reconnaître, même s'il s'est lui-même critiqué après, c'est Roger Brunet, qui déjà dès les années 80 et un peu avant, alors je ne sais pas s'il est l'inventeur de la forme cartographique chorématique, mais c'est lui qui va populariser et remettre au goût du jour la représentation chorématique des territoires. Et pour ça, il a été très vertement critiqué. Alors vous le savez, c'est lui l'inventeur de cette fameuse banane bleue, pour laquelle aussi il a été très vertement critiqué, ou de la diagonale aride, qui va de l'Espagne et qui remonte à travers le Limousin, qui va passer quelque part en Belgique, dans le nord de la France et en Belgique. Et cette systématisation, on lui a reproché qu'elle était déconnectée de la réalité. Mais c'était un vrai effort, un vrai progrès pour la représentation des territoires. Même si, encore une fois, lui-même, il s'est critiqué, il a eu un regard critique envers son propre travail, et quand il était à la retraite, il a retravaillé un petit peu ses concepts. C'était aussi quelqu'un de très flexible qui a parfaitement accepté cette idée que ces représentations un peu provocatrices aient pu choquer ou gêner, et qu'elles aient amené à des représentations de territoire qui étaient un petit peu bizarres. Et pour l'anecdote, je me souviens à l'école polytechnique dans les années 80, quand le livre La carte mode d'emploi est sorti un petit peu après, on avait ce colloque sur la représentation des territoires, c'était organisé par la DATAR. Et donc moi j'étais étudiant, tout modeste, et là j'écoutais un petit peu les gens, et j'étais assis à la même table que le président de la chambre d'agriculture de Limoges, ou la chambre de commerce de Limoges. Bon, puis on discute de cartes, il dit oui, pour nous la cartographie c'est très important, parce que vous savez, il faut qu'on fasse la promotion de notre territoire, parce que quand même le Limousin c'est très central, c'est bien placé, donc il n'y avait pas le TGV encore à l'époque, mais il y avait les projets, il dit bientôt on sera bien connecté, entre le sud de l'Europe et la France, on est la charnière, mais toutes les régions sont la charnière de quelque chose, donc c'était plutôt le langage marketing. Et puis je ne sais pas comment, mais le nom de Roger Brunet arrive avec sa banane bleue et son graphique de l'Europe et sa diagonale arrive. Et lui, il me dit tout d'un coup, oh là là, me parlez pas de ce monsieur Brunet. Vraiment, lui, c'est une fripouille finie. Alors là, vraiment, et puis on ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup il était tellement virulent. Et il dit, oui, la banane bleue, d'accord, mais la diagonale aride, voilà, elle passe juste sur le Limousin. Comment voulez-vous vendre le territoire à tous les investisseurs s'ils voient que sur la carte, nous, on est en plein dans la diagonale aride, ils ne vont jamais venir. Et là, ce que je trouvais intéressant, je me suis souvenu, c'était il y a 30 ans, et je me souviens bien de cette anecdote parce qu'elle est très caractéristique aussi du rôle de la carte, du rôle de logo, du rôle symbolique très très fort de la carte, où naturellement on est toujours de quelque part et où on va s'identifier. Et effectivement, si je suis président de la Chambre de commerce et que je me vois sur la diagonale aride, pour moi c'est évidemment un handicap et je vais lutter contre. On aura l'occasion de reparler un petit peu de la carte comme objet de pouvoir, de la carte comme tentative de manipulation, soit pour cacher des choses, soit pour les mettre en valeur. Excusez-moi encore, ça, oui, je vous en prie. Ça me rappelle un des premiers ouvrages d'Yves Lacoste, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Donc on est toujours dans le même... On est dans la même logique, et c'est d'autant plus vrai que aujourd'hui on est dans une vraie révolution pour ce qui concerne la discipline cartographique, parce qu'aujourd'hui
on peut tous être cartographes. Alors vous me direz, bon, il y a 20 ans, on pouvait tous être cartographes, mais pas dans la même acception. C'est-à-dire qu'il y a encore, je pense, 15 ans ou 20 ans, mon anecdote date des années 80, à l'époque où j'étais étudiant, la carte était un objet secret. Bien souvent, pour beaucoup de pays, la carte, c'était un secret d'État. Les moyens pour produire la carte étaient sous le contrôle des États, étaient sous le contrôle total des États ou d'entreprises privées ou semi-privées, mais en tout cas sous le contrôle total des États, y compris en France. L'IGN qui produisait des cartes, c'était une entreprise d'État, et Michelin qui faisait des cartes routières le faisait sur la base des fichiers qui leur étaient fournis par l'IGN, qui était une entreprise d'État. Et en tout cas, c'était contrôlé, censuré par l'État. Et c'est tellement vrai. Il y a aussi une autre anecdote. Je me souviens avoir, lors d'une visite à l'IGN, vu sur l'imprimerie, parce que les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, Koweït, faisaient sous-traiter la production de leurs cartes à l'IGN en France. Elles étaient donc produites et tirées, et lorsqu'elles étaient tirées sur une machine à imprimer qui était entourée d'hommes en armes, avec une grande bâche, et tout ce qui était la gâche, toutes les cartes ratées qui sortaient étaient immédiatement prises et broyées et détruites. Et les cartes mises sous cache, il fallait que personne ne voie rien. C'était vraiment, voilà, qui a la carte a le pouvoir. Et l'expression de la carte comme objet de pouvoir ne pouvait être mieux symbolisée que par le fait qu'elle était jalousement gardée et surveillée. Mais aujourd'hui, le progrès technologique s'est démocratisé. Aujourd'hui, on peut tous être cartographes. Donc, vous allez me dire, on peut faire des cartes à partir des images satellites qui sont sur Google, mais Google, c'est encore une grande multinationale. Et puis, on ne sait pas la qualité de ce qu'elle nous produit. Peut-être qu'elle a un petit peu pipoté les cartes, elle a caché des trucs, elle a censuré, ou les États lui ont demandé. Et puis, Google, maintenant, c'est un peu la NSA. Hein, avec les développements, on n'a plus trop confiance. C'est une grande entreprise. Néanmoins, c'est disponible. À partir de ça, on peut faire des cartes. La technologie, les logiciels, maintenant, c'est de l'open source, un logiciel qui s'appelle QuantumGIS, ou d'autres logiciels qui vont vous aider à faire des cartes, et puis tout simplement, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire crayon de couleur avec du papier, ce sont aussi des cartes. Ce n'est pas le même genre de cartes, c'est des cartes de communication, ce sont des cartes quand même. Mais aujourd'hui, vous pouvez acheter un drone pour 1000 $, équipé d'une caméra, et envoyer ce drone à plusieurs kilomètres, continuer à le contrôler, pour faire une mission aérienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, vous, en tant que citoyen, faire votre propre mission aérienne, et vous avez même des logiciels qui vont vous envoyer ces photos, qui vont vous permettre d'orthonormer ces photos, parce que vous savez très bien qu'elles vont être prises de travers, et qu'il faut ensuite les remettre droites pour qu'elles puissent être cartographiées. Aujourd'hui, c'est la révolution. Nous nous sommes totalement émancipés, et de l'État, et des entreprises privées, pour pouvoir cartographier un endroit. Et puis même, on a... ne parlons pas des missions aériennes, mais on a la capacité de se mouvoir dans l'espace, de voyager. On peut voyager à peu près partout, on peut tout à fait aller sur le terrain, marcher, aller en voiture, prendre des points, faire des échantillons et cartographier d'après ce qu'on a vu sur le terrain. Ce qui était beaucoup moins possible avant parce que les déplacements étaient beaucoup moins libres. Ça, c'est une vraie révolution. Donc le seul obstacle à cette révolution, je voudrais développer, mais je n'ai pas le temps et puis ce n'est pas tellement le sujet, c'est que nous-mêmes, citoyens, enseignants, on a énormément de mal à s'organiser collectivement. C'est-à-dire que cette révolution dans la possibilité de fabriquer des cartes par soi-même complètement. Alors peut-être vous allez me dire, voilà, le drone, il est aussi construit par une multinationale qui peut être contrôlée par un État, c'est vrai, mais bon, il y a des bricoleurs qui peuvent construire leur propre drone. Mais en tout cas, on est arrivé à un point où on est dans un monde émancipé, où on peut tout à fait s'émanciper de Microsoft. On n'est pas du tout obligé d'utiliser Word ou Excel ou ces logiciels-là. Ou Apple, on a la possibilité, oui, enfin avec un système libre d'ailleurs, qui fonctionne sur cette machine. Ça c'est pratique parce que je suis feignant, mais on a vraiment tout à fait la possibilité de faire les choses par nous-mêmes, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, et dont le seul obstacle, c'est pas, il n'y a pas un État ou une puissance ou un pouvoir qui va essayer de restreindre l'accès à cette liberté. C'est nous, citoyens, notre incapacité réelle à s'organiser collectivement pour produire ce qu'on va appeler en anglais, je n'ai pas l'équivalent français immédiatement, crowdsourcing cartography, c'est-à-dire d'une cartographie participative ou d'un projet participatif où on va tous, nous citoyens, prendre des photos, envoyer des drones, les récupérer, les organiser, classer tout ça dans une grande base de données. Je vais vous donner un ou deux exemples de cartographie participative collective qui sont réussies, mais c'est encore trop rare.
Et évidemment, ce serait un moyen tout à fait extraordinaire pour, d'une part, servir d'outil, la cartographie comme un outil qui va aider aux citoyens de reprendre un peu plus de contact avec le territoire et la manière dont ils organisaient le territoire. Pour l'instant, ça leur est confisqué. L'aménagement du territoire échappe aux citoyens, elle est faite ailleurs, à diverses échelles, hein, nationales, bon. Même dans des pays où on vote, hein, des pays démocratiques à gouvernance parfaite, globalement, même l'organisation des territoires locaux échappe aux citoyens pour diverses raisons. Donc, c'est un outil possible pour ça, mais c'est un outil qui va aussi permettre de vous offrir, là on est plus dans le sujet, à vous, enseignants, une vision alternative du monde et des choses. Et ce sera intéressant pour des enseignants, quand ils vont vouloir travailler, par exemple, sur des questions locales, d'avoir la vraie voix des communautés. Je pense par exemple à une cartographie participative que je vais lancer avec des populations samis de la côte et de l'intérieur dans le nord de la Norvège. Et le but de cette opération va être aux Samis d'expliquer comment ils utilisent traditionnellement leur territoire, comment ils l'ont utilisé, comment ils l'utilisent aujourd'hui. Ce travail a été fait chez les Inuits, au nord du Canada. Et a permis de beaucoup mieux comprendre l'utilisation du territoire, les raisons pour lesquelles les Inuits avaient besoin d'un immense territoire, et évidemment, circulation et utilisation considérablement endommagées aujourd'hui par la vitesse à laquelle le changement climatique opère, puisque beaucoup de portions de ces territoires où la glace s'est fragilisée, n'est plus utilisable, donc aussi système qui désorganise considérablement ces sociétés. Et tout cela est intéressant par la géographie, pour la géographie, pour l'enseignement, parce qu'elle permet d'aborder des sujets qui ne sont pratiquement jamais abordés. Alors, on ne va pas travailler trop à ces échelles, mais je voudrais vous présenter quelques visions alternatives et de faire ce petit saut dans une cartographie un petit peu plus émancipée, un peu plus radicale. Alors, il y a ce géographe, ou cet auteur, cet intellectuel africain qui s'appelle Achille Mbembe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il a récemment écrit plusieurs livres qui revient sur la période coloniale. C'est un des intellectuels africains les plus brillants qui enseigne aujourd'hui au Cameroun. Et une des méthodes pour arriver à essayer d'avoir des nouvelles visions géographiques, cartographiques, et de les cartographier comme celles que je vous présente ici, eh bien, c'est de faire des entretiens collectifs ou personnels. Et je me suis entretenu avec Achille Mbembe pour essayer de comprendre quelle était sa vision africaine de la géopolitique de son continent. Comment lui, en tant qu'Africain qui a fait ses études, bien sûr, dans le monde occidental, mais aussi en partie en Afrique, qui travaille en Afrique, qui enseigne en Afrique, quelle est sa vision, lui, d'Africain, se reconnaît comme Africain, sa vision de ce qu'est cette géopolitique africaine. Alors si c'était ma vision de la géopolitique africaine, elle serait tout à fait différente. J'aurais une vision westerno-centrée ou franco-centrée ou européo-centrée. Et là, ce qui était intéressant, c'était de l'écouter. Dans ces cas-là, le géographe et le cartographe devient l'homme gris. Il se retire et il va se faire la main de l'idée de Mbembe. Et c'est pour ça que j'avais intitulé cette carte « Cartographier les idées ». C'était le monde vu d'Afrique, son monde à lui. Alors, évidemment, là, ici, vous ne pouvez pas lire la légende, mais on peut en faire un petit tour. Mbembe fait une différence. Alors, on va partir des marges. Lui, il voit les îles historiques, légendaires. Alors, on va parler de Socotra, Zanzibar en particulier, et le Cap-Vert, comme des lieux du cosmopolitisme, du lieu de rencontre, de mélange. C'est le lieu où vont arriver les migrants en premier. Ils vont arriver par la mer, les explorateurs, les migrants, les peuples. Ils vont d'abord arriver sur ces îles, et ces îles vont rester jusqu'à aujourd'hui les lieux du cosmopolitisme, des lieux libres, des lieux les plus progressistes de l'Afrique, les lieux les plus actifs, où vont se faire l'échange des cultures du monde entier. Alors voilà, Comores et Madagascar aussi. Il voit les extrémités des continents comme une force centrifuge très forte, donc avec deux espaces, l'Afrique du Sud ou l'Afrique australe, parce que ça inclut un petit peu
il y a une marge qui dépasse un tout petit peu l'Afrique australe, qui va prendre un peu de la Namibie, du Botswana, éventuellement du Zimbabwe, et de toute l'Afrique du Nord. Donc il dit, c'est curieux, parce qu'au cours des âges, ces deux régions, pour diverses raisons, de colonisation, mais pas seulement, se sont désintéressées du continent. Elles font partie de l'Afrique, mais en fait, elles sont orientées vers l'extérieur, ce qui est symbolisé par ces grosses flèches. On le voit pour tout, on le voit pour l'immigration, on le voit pour les échanges commerciaux, les échanges militaires, les échanges d'idées, eh bien, vers l'extérieur. Pas nécessairement vers le nord. Il y a un tropisme énorme pour voilà, les pays du Golfe. Bien sûr, un tropisme pour l'Europe et les États-Unis. Pour ce qui concerne l'Afrique du Sud, c'est un tropisme vers les pays du Commonwealth. Et plus récemment, l'Afrique du Sud qui va hésiter, ce qui est un petit peu représenté ici, mais on ne voit pas trop les noms, mais qui va hésiter entre son appartenance, alors on ne peut pas dire de la triade, mais disons au monde développé, son appartenance au monde occidental, et les liens qu'elle souhaite renforcer avec le Sud, et cet accord extraordinaire qu'elle fait avec le Brésil et l'Inde, d'une part, et puis le renforcement de ces accords avec la Chine, et ce qu'on va montrer sur une autre carte, c'est une liaison quotidienne, 2 fois par jour, un 747 plein à craquer, bondé, impossible d'avoir une place dedans 3 mois avant, qui fait voilà, Johannesburg, Shanghai ou Johannesburg, Pékin, et qui va être le symbole du renforcement. Si on a cet échange et l'intensité de cet échange, c'est qu'il se passe quelque chose, nous ça doit nous alerter. Mais c'est la même chose d'ailleurs entre Alger, l'Ouganda et la Chine. C'est aussi très intéressant de s'intéresser à la géographie par cette petite porte, pas pour la question du transport, mais surtout parce qu'elle est le symbole d'une évolution qui pour nous, géographes, va être très intéressante à étudier. C'est la relation entre la Chine et l'Afrique, et l'Inde aussi en particulier, et comment elle se développe, et comment aujourd'hui l'acteur chinois va démolir, totalement dépasser des acteurs traditionnels comme le FMI ou la Banque mondiale avec leurs politiques d'aide qui sont maintenant loin derrière en termes de volume d'investissement. Et c'est aussi, hélas, des choses qui apparaissent, enfin, ce sont des développements qui sont fondamentaux pour comprendre la géopolitique du monde, mais qui n'apparaissent que très rarement dans les manuels scolaires aussi, et il y a peut-être quelques progrès à faire ici. Voilà, donc pour les marges externes, et il y rajoute 3 éléments. Une grosse zone rouge qui est une zone où l'État central n'a pratiquement plus aucun contrôle sur l'intérieur du pays ou sur de grandes parties de leur territoire, ou des États totalement faillis, comme la Somalie par exemple. Mais en tout cas ici, une zone géographique qui est bien compacte. Les géographes adorent. Il n'y a rien qui est plus perturbant pour un géographe quand un phénomène est réparti de manière égale sur toute la surface de son objet de travail. Si c'est exactement pareil partout, on a l'impression qu'il n'y a rien à en dire. Ou s'il n'y a rien, on a l'impression qu'il n'y a rien à en dire. Mais le géographe adore quand il y a une logique territoriale où l'objet est un petit peu regroupé, ce qui est le cas ici. On a toute cette bande qui va d'Afrique de l'Ouest jusqu'à la Corne de l'Afrique, qui est en décomposition. La plupart de ces pays, d'ailleurs, qui deviennent maintenant des autoroutes, alors je ne dis pas qu'ils y sont forcément très forts et très puissants, mais de ce qu'on va appeler l'international djihadiste, qui était un petit peu réservé à l'Afrique du Nord, voilà, aux pays du Golfe, à l'Iran, au Pakistan, à l'Afghanistan. Eh bien aujourd'hui, cette internationale djihadiste, elle va commencer à s'emparer, à inventer des routes qui vont aller en Mauritanie, au Mali, comme vous l'avez vu, au Niger, le Tchad, bientôt, la Centrafrique aussi, comme vous l'avez vu, le Kenya, avec un Somalien de nationalité norvégienne, parce que j'habite en Norvège, on a été particulièrement informés sur cette question. Et surimposer à ça cette zone violette qui va représenter ce qu'il appelle l'Afrique utile, dans laquelle vont se réaliser 90% des investissements directs à l'étranger. Alors on croit que les gens investissent parce que vous avez cette donnée par nationalité, mais en réalité l'investissement se fait là où l'Afrique est utile, c'est-à-dire là où il y a du pétrole, du gaz, des mines, des diamants, de l'or. Et elle est représentée ici par cette zone violette. Voilà, et puis ce vert qui représente la zone très forte d'influence de l'Afrique du Sud. Et cette espèce d'ovale extraordinaire du Sahara où on croit qu'il ne se passe rien,
dans ce Sahara qui vit par lui-même, qu'on va appeler une marge. Alors là aussi, on invente un concept de marge endoréique, par opposition à la marge exoréique. La Russie, par exemple, a une marge exoréique sur laquelle elle essaye d'avoir une influence. Les pays baltes, la Biélorussie, l'Ukraine, qu'elle est plus ou moins en train de perdre. Naturellement, le Caucase et l'Asie centrale, on va l'appeler la marge russe, que j'appelle exoréique. Et ici, on a une marge intéressante parce qu'elle est dans l'autre sens. C'est une marge endoréique à l'intérieur. Et cette marge, elle échappe à tout type de pouvoir. Et elle échappe aussi aux Américains, aux Français, à toutes les armées du monde occidental qui essayent d'avoir un contrôle ou qui vont essayer de contrôler un territoire. Mais dans le Sahara, ils ne peuvent simplement pas le faire. Donc il s'y passe des choses. Et d'ailleurs, comme vous avez vu, même après l'intervention de l'armée française au Mali, la circulation de djihadistes continue et les combats continuent. Donc, contrairement à ce qu'on vous dit, en fait, la question n'est pas réduite et la question n'est pas réglée. Voilà un exemple de ce que je peux appeler une cartographie émancipatrice, qui est une vision non vue, qui est une vision de côté, dont je ne dirais pas qu'il faut la considérer comme unique, mais qu'il faudrait considérer en complément des autres visions qui vous sont offertes ou qui vous sont proposées dans les manuels scolaires. Et là, ça pourrait être riche et intéressant, mais naturellement en ayant autant un regard critique sur cette vision que sur les visions des livres scolaires. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette vision africaine, alors il y a les étoiles rouges aussi, ce sont les... Oui, les sanctuaires, comme on peut les appeler. Espace réglementé, c'est que à l'intérieur de ce pays qu'on décrit trop souvent comme un chaos absolument infernal, eh bien, on crée des espaces protégés, on a sanctuarisé des espaces pour permettre une activité touristique. Alors bon, au Kenya, il y en a moins, évidemment, mais qui sont des lieux, qui peuvent servir de point focal, d'où peut partir un certain développement touristique. Voilà. Alors on en a symbolisé quelques-uns, on ne les a pas tous mis, mais vous voyez ici que dans cette vision, aucune référence n'est faite à la pauvreté, au niveau de développement, à des problèmes sanitaires divers et variés. Ici, la vision, c'est une vision qui est au-dessus de ces critères. C'est comme si l'Afrique avait assumé sa pauvreté et ses souffrances, si je puis dire. Moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique de l'Ouest et en RDC, à Kinshasa, quand vous êtes invité chez les gens et qu'ils renversent un verre d'eau sur la table, juste un verre d'eau, ils disent encore une tragédie pour ce pauvre pays qui souffre tant. Et donc ils ont renommé la RDC République dramatique du Congo, au lieu de dire la République démocratique du Congo, parce que vraiment c'est un pays qui a subi tellement de malheur et tellement de misère, et ils ont aussi cette manière très distanciée en fait de considérer cette tragédie, et j'ai trouvé assez en même temps poétique, en même temps tragique cette idée qu'on renverse un verre d'eau et que c'est une tragédie de plus pour ce pauvre pays qui a tant souffert et qui a vu disparaître des millions des siens dans les forêts dans la région des Grands Lacs. On revient vraiment en même temps des éléments qui sont très fondamentaux pour la cartographie. Alors, très fondamentaux pour la cartographie, je veux vous assurer d'une posture, là je m'excuse, c'est en anglais, je n'ai pas eu le temps de le traduire, qui est qu'on va travailler avec des données, des observations, que ce soit des séries de chiffres ou simplement des informations qu'on aura glanées, ici et là, ça peut être des entretiens, et que ces informations vont être traitées, sélectionnées, hiérarchisées, pensées, avalées, et elles vont passer à travers un filtre, qui est le cartographe ou son commanditaire, qui, comme je vous l'ai dit, il a ses propres défauts, il ne sait pas tout, il a un niveau de savoir, une sensibilité, etc. Et à partir de ce traitement, il va produire une image finale qui sera soit une carte, soit autre chose, une représentation visuelle d'un problème. Eh bien, le cartographe, c'est le manipulateur, et l'image finale, c'est la représentation tronquée de la réalité. C'est la posture que je défends ici, c'est que la carte n'est pas, alors comme disait notre ami
Le territoire, la carte n'est pas la réalité. La carte, elle est une représentation de la réalité, elle a la représentation de la réalité telle que le cartographe ou son commanditaire le voit. Je ne sais pas si c'est avec vous que j'ai évoqué dans cette relation entre la cartographie et l'art, mais c'est peut-être pour vous la référence. L'approche conceptuelle de la sémiologie graphique et de la graphique que les cartographes utilisent aujourd'hui de manière courante, elle ne vient pas de Jacques Bertin, notre grand cartographe qui a un petit peu fait le ménage dans la sémiologie graphique, et elle vient en fait de l'avant-garde russe, de Kandinsky, qui a écrit un livre qui s'appelle Point et ligne sur plan. Et j'expliquais ce matin aux étudiants qu'une carte, c'était des surfaces avec dessus des points qui étaient reliés par des lignes. C'était les 3 éléments fondamentaux de la cartographie. Et quand ils me demandaient de leur donner des conseils pour mieux faire leur croquis pour le bac, eh bien l'idée c'est de bien comprendre cette structure de la carte. 3 plus 1. Le plus 1, c'est la légende, la toponymie, l'échelle, le titre, c'est tout ce qui habille la carte. Qu'ils avaient résolu 50% du problème s'ils avaient déjà une intention, défini leur idée et compris qu'ils avaient à organiser cette idée sur ces 3 plans fondamentaux, qu'ils avaient déjà fait au moins la moitié du travail, le reste étant leur habilité artistique à pouvoir tracer des traits droits, à travailler sur les rondeurs de la carte, des flèches, des contours, des éléments, à choisir ce qui était représenté par des points, des lignes ou des surfaces. Mais ce n'est pas trop de ça que je voulais vous entretenir. Alors, ici, on va faire un compromis entre une cartographie un peu traditionnelle et une cartographie un peu plus, disons, oui, un peu plus alternative, un petit peu plus originale. C'est de travailler sur un concept pour essayer de faire comprendre, quand même aux élèves, puisqu'on leur dit qu'il y a des inégalités dans le monde, comment figurer ces inégalités. Et on a essayé de travailler sur un concept qu'on a appelé géographie du plein et géographie du vide. Si les élèves vous demandent mais pourquoi il y a des gens pauvres sur Terre, pourquoi est-ce qu'il y a cette pauvreté, pourquoi alors qu'on a la possibilité de nourrir 11 milliards de personnes, on n'est que 7 milliards, pourquoi des enfants meurent de faim, pourquoi des enfants meurent de la rougeole alors qu'on a les vaccins, etc. C'est des questions légitimes et je pense que même en terminale, ils se posent ces questions. Quelle réponse allez-vous apporter? Alors, souvent on dit, voilà, il faut qu'on essaye de trouver dans la région l'origine du problème pour pouvoir appeler la réponse. Mais aujourd'hui, on est bien obligé de croire, alors là je vais jouer le rôle d'un horrible agitateur évidemment, parce que je vais prendre ma posture très anticapitaliste, anti-spéculation, dénoncer la spéculation, etc. Mais ça va être aussi le rôle des cartographes et des géographes radicaux qui vont s'emparer de la spéculation, de la surveillance, du contrôle, etc. et qui vont les cartographier pour mieux les dénoncer. Moi je vais essayer de mieux dénoncer la spéculation et essayer de faire comprendre que la pauvreté dans le monde, les différences d'inégalité, c'est pas une fatalité. Si les pays africains sont plus pauvres que les autres pays et qu'ils s'en sortent pas, c'est qu'il y a eu un choix délibéré économique qui s'est fait au niveau mondial bien avant qu'on parle de la mondialisation. Elle date largement des années 60 dans le développement. Alors ici, un exercice graphique très simple. En rouge, en haut, le revenu par habitant des pays les plus riches de la planète. Des 15 ou 20 pays les plus riches de la planète. C'est une moyenne entre 1970 et 2001. À droite, c'est le revenu par habitant des 15 ou 20 pays les plus pauvres de la planète, pour la même période et à la même échelle. Géographie du plein, géographie du vide. Alors en plus de ça, évidemment, on voit sur le graphique assez clairement les périodes de stagnation qui sont dues aux grandes crises économiques. 96, on a déjà 83, 96 et oui, les chocs pétroliers ne sont pas très apparents sur cette visible, et je ne sais pas pourquoi. Et puis surtout en haut, vous voyez 2008, la crise économique avec une chute très spectaculaire. Ça a l'air d'être pas beaucoup et maintenant on a repris, mais en termes graphiques, quand on voit ça, c'est quelque chose qui, dans la réalité de l'économie, est absolument spectaculaire, pas vu depuis un siècle. Mais là, ce qui est intéressant, c'est surtout de comparer les deux. Alors, quand on a vu cette figure et qu'on l'a montrée, on m'a dit « oui, mais ta figure ne sert à rien, puisque à droite, elle est vide, donc il faudrait changer d'échelle si on veut voir
les tendances pour les 15 pays les plus pauvres, parce que là, on ne voit rien. Ton graphique est mauvais, il n'est pas bon. Il faut choisir une échelle logarithmique ou alors changer d'échelle pour qu'on puisse voir si, aussi, parmi les 15 pays les plus pauvres, il y a aussi des variations. Mais, et c'est ce qu'on fait très souvent, c'est ce qu'a très souvent fait la géographie pour pouvoir faire des choses, d'exagérer les données, mais en occultant complètement la faculté comparative qu'avait de travailler à cette échelle commune, et non pas en échelle propre, pour montrer que ce vide, eh bien, il n'est pas seulement symbolique, c'est aussi le vide pour les pays qui sont concernés. Donc je ne sais pas combien d'entre vous est familier ou a voyagé au Burkina Faso ou au Mali ou au Niger, par exemple, au Zimbabwe, pour comprendre qu'on a ici un symbole très important, c'est-à-dire qu'en termes d'équipement et de standards, dans ces pays, on n'a rien. On a une autre richesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut travailler avec d'autres indicateurs, le nombre de familles ethno-linguistiques, le nombre de langues, la culture, qui est une autre forme de richesse, mais en tout cas, pour la vie des gens, c'est ça. Géographie du vide, géographie du plein. Donc, c'est une approche qu'on a ensuite essayé de décliner. On l'a fait sur les produits spéculatifs, donc c'est le graphique du bas, où on a comparé les produits annuels qui dérivaient de la spéculation, ici, qui vont monter, qui vont partir de 100 000 milliards de dollars jusqu'à 700 000 milliards de dollars, qu'on va comparer à l'économie productive, à la production, avec un indicateur très simple qui sera le produit intérieur brut mondial, calculé selon la méthode Atlas de la Banque mondiale. De toute façon, en fonction des méthodes, à cette échelle, il n'y a pas beaucoup de différence, mais ici encore, géographie du vide, géographie du plein, et si on a envie de comprendre, aujourd'hui, mon père qui est américain, qui a un passeport américain qui reçoit une pension des États-Unis, ne reçoit plus sa pension depuis 2 mois, parce que vous savez que les États-Unis ont fermé leur administration. Ça veut quand même dire quelque chose, un pays qui a investi 3 000 milliards de dollars dans une guerre, qui génère pour à peu près la moitié de 720 000 milliards de produits spéculatifs, eh bien, voilà des éléments graphiques, des éléments d'économie qui vont peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de vous en emparer, vous permettre de rebondir, d'être utilisés pour servir de débat, pour travailler sur la question, pas seulement de la spéculation, du mouvement financier, etc., mais de le lier à la question des inégalités, de la pauvreté, des investissements qui ne sont pas faits pour éradiquer certaines endémies, etc. Là, dans le train, je lisais un article dans un journal américain, et je me demande s'ils n'avaient même pas le prix Nobel de médecine qui disait, voilà, on a dépensé 1000 fois plus d'argent en chirurgie pour développer les méthodes de chirurgie esthétique et 1000 fois moins pour soigner et trouver un remède pour soigner la maladie d'Alzheimer. Résultat des courses, aujourd'hui on est capable de transformer quelqu'un en chirurgie esthétique, mais on n'est toujours pas capable de soigner la maladie d'Alzheimer. C'est pas qu'on n'a pas trouvé ou c'est pas qu'il n'y a pas de solution, c'est vraiment une question économique. Et je trouve que voir la géographie sous cet angle, c'est aussi intéressant. Alors, pour poursuivre la deuxième image qui va reprendre cette question de la spéculation, pour essayer voilà, on peut parler de 720 000 milliards de dollars, mais mais ce n'est pas suffisant. Comment la représenter? Comment faire prendre conscience des liens qui existent entre ce phénomène? Je crois que très peu d'entre nous s'en rendent compte. Alors l'idée ici, voilà, en représentation alternative, était de transformer ces 720 000 milliards de dollars en planète, autour de laquelle va graviter le reste, va graviter notre vie. Cette espèce d'immense truc. Et nous n'avons pas le choix, ou on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Et j'ai voulu comparer, là ici on est en représentation proportionnelle, avec un certain nombre d'indicateurs. Donc l'indicateur 14 fois moins important ici, c'est le PIB mondial, 62 000 milliards de dollars. Donc vous vous rendez compte, toute l'activité économique mondiale représente 14 fois moins que cette économie qui circule à toute allure tout autour du monde, qui est l'économie spéculative et qui échappe à l'essentiel d'entre nous. Mais c'est de l'argent réel, je veux dire, c'est pas de l'argent virtuel, c'est du vrai argent, si je puis dire. Si on veut comparer avec autre chose, c'est le commerce mondial, hein, tous les produits qui s'échangent, 15 000 milliards de dollars, c'est un petit peu moins important, qui circulent sur les mers, dans les airs, etc. Et puis, là, ici, petite planète très intéressante, qui est une estimation au maxima, c'est-à-dire exagérée, des Nations Unies, de UNDOC, c'est la criminalité mondiale, le bénéfice, profit de toutes les activités criminelles ou reconnues comme criminelles dans le monde.
le trafic d'or, d'êtres humains, la prostitution, tout, la drogue. 1500 milliards de dollars. Alors vous avez l'impression que c'est beaucoup. Mais cette activité ici, qui est l'activité spéculative, comme le disait Jean de Maillard est un juge de Blois, originaire de Blois, qui a été un juge anti-criminalité, très courageux, qui a été démis de ses fonctions, et qui a écrit un livre dans lequel il a cette expression aussi qui mérite qu'on revienne dessus, c'est que ces financiers ont réussi à se faire admettre comme légitimes, mais travaillant toujours aux marges de la légalité. Et il rajoute souvent aux marges immédiatement extérieures de la légalité. Et quand ça chauffe pour eux, quand en 2008 tout s'est effondré, ils sont revenus dans les marges intérieures de la légalité en attendant que ça aille un petit peu mieux, mais maintenant ils sont partis de l'autre côté. Et il faut nécessairement trouver un moyen déjà de le représenter pour le faire admettre. Et il faut une image pour ça. Et cette image, comme vous le voyez, n'est pas nécessairement une carte. Cette image peut tout à fait être une représentation visuelle. Alors ici, le seul obstacle, c'est notre imagination. C'est à nous d'avoir l'imagination pour essayer de faire comprendre à notre audience, à nos lecteurs, à nos élèves, l'étendue du problème pour que mais c'est une partie du chemin, vous voyez. Ce que je veux, c'est que les élèves, les enseignants s'emparent de ce travail pour aller plus loin. Et le troisième tableau de ce triptyque, si je puis dire, ici aussi pour représenter ce qu'étaient les inégalités de richesse et les discriminations. Alors on peut en parler, mais il faut trouver un moyen. Alors c'est là où l'art aussi fait on le voit bien avec ce travail d'esquisse, ce travail sur les formes. C'est là où l'art et la graphique, où les arts graphiques peuvent nous aider à essayer de faire comprendre un petit peu mieux. Ici, vous avez un point. Alors vous ne le voyez pas, mais il faut me faire confiance. Il existe, il est là. Et ce point, ça représente un foyer de 4 à 5 personnes. C'est la famille Walton. La famille Walton, ce sont les propriétaires de la grande chaîne de supermarchés Walmart aux États-Unis. La fortune de la famille, tout cumulé, était estimée à... Alors, ils étaient à 90 millions de dollars en 2010, mais aujourd'hui, ils sont à 120 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce que ça représente pour une famille de posséder 100 milliards de dollars, disons? Alors, c'est un peu difficile de se l'imaginer. Donc, on a essayé de trouver une représentation. Mais qu'est-ce que ça peut bien représenter? Il faut pouvoir le comparer. Alors, ce n'est pas 100 milliards de dollars, on peut dire c'est, j'en sais rien moi, 200 Airbus A320 ou des 747, donc on peut les voir s'aligner, puis on se dit ou 300 ou 400, mais c'est peut-être pas encore assez frappant. Alors, on a recherché pour la même année à connaître ce qu'était le revenu médian des Américains. Donc un revenu médian, vous avez la moitié de la population américaine dessous et la moitié de la population américaine dessus. Et ce revenu médian, il est de 77 000 $ par foyer, pour un foyer moyen de 4 à 5 personnes. Alors, pour atteindre la fortune de notre famille, les Walton, eh bien, il nous faudrait 1 160 000 familles américaines pour équivaloir à la fortune d'une famille. C'est une famille, c'est des êtres humains, je veux dire, d'un côté ils sont 5, pareil, et toutes les 1 million de familles, ils sont aussi 4 ou 5, du point de vue humain, c'est exactement la même chose. Ça veut dire entre 4 et 5 millions de personnes qui ont un revenu annuel médian égal à la fortune d'une seule famille, de celle des Walton. Et 5 millions de personnes, c'est l'équivalent de la ville de Baltimore, un peu moins Philadelphie. Ce qui veut dire que la famille Walton, en fait, elle possède la richesse annuelle qui est possédée par tous les habitants, bébés compris, d'une grande ville, d'une grande métropole américaine. Donc voilà encore un moyen d'essayer de faire comprendre. Et alors après, naturellement, il faut s'emparer de ces données et puis d'essayer de leur en faire dire plus et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aux États-Unis avec 77 000 $, qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 milliard de dollars, 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, aux États-Unis, on ferme les écoles parce que l'État n'a plus d'argent pour les payer. Mais une école, le fonctionnement d'une école primaire dans une ville moyenne américaine, c'est 1,5 million de dollars. Alors si on compare, on ferme une école parce qu'on n'a pas cet argent, et si d'un côté on a une famille qui possède 120 millions de dollars qui va l'investir dans des fonds d'investissement, et qu'on le compare avec d'autres données qui sont directement liées ou qui menacent directement la partie ou la frange la plus vulnérable de la population américaine, eh bien on a là un cours tout fait sur les États-Unis qui me semble être
le début, voilà, le début du parcours pour comprendre cette société américaine, les inégalités aux États-Unis. Je pense que l'organisation du territoire et les stratégies de développement d'organisation du territoire, c'est très intéressant. L'agriculture américaine, c'est très intéressant. L'industrie américaine ou le redéploiement récent de l'industrie américaine, c'est intéressant. Mais malheureusement, dans l'analyse, voilà, complémentairement, on devrait aussi avoir ces visions. Alors, je vous ai donné 2 exemples de ce qu'on peut faire. J'en ai maints autres. Mais est-ce qu'à ce niveau de la présentation, est-ce que vous souhaitez intervenir? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, je voulais, par rapport à tout ce que vous dites, finalement, on peut se dire que les enseignants, et en histoire géo en particulier, on a le droit, on se substitue au travail de journaliste, au travail de ce qu'on peut voir à la télé, pour réinformer de façon plus correcte nos élèves. Parce que tout ça, on ne va pas le dire dans les manuels. Voilà, alors c'est une très bonne question. Bon, de toute façon, on est là aujourd'hui pour réfléchir un petit peu à ce qui est un petit peu à côté, à ce qu'on pourrait faire, et les choses ne vont pas changer aussi rapidement. Les manuels offrent un savoir et une image qui est globalement une image conventionnelle, admise, acquise, acceptée en tant que telle. Cette image qu'elle donne du monde, moi personnellement je la trouve contestable, mais je ne vais pas dire par là que je la rejette complètement. Je crois qu'elle est utile. Il y a beaucoup d'indicateurs qu'il est utile de connaître, qu'il est utile de travailler, des indicateurs simples. Vous avez cité l'IDH. Même s'il est très controversé, l'indicateur PNB ou PIB est aussi un indicateur qui reste important, parce que somme toute, c'est un mauvais indicateur, mais c'est le moins mauvais pour mesurer la richesse économique d'un pays, à condition naturellement qu'il soit combiné avec d'autres indicateurs. Je pensais à la mortalité infantile, et souvent quand je fais un travail sur les niveaux de développement des pays, on serait tenté de prendre comme indicateur le PNB et certains indicateurs financiers et économiques. Or, indirectement, l'indicateur mortalité infantile, mortalité des moins de 1 an, mortalité des moins de 5 ans, et de combiner ces deux-là pour voir comment ça évolue entre les deux, peut donner de très très bonnes informations sur les niveaux de développement des pays et sur leur difficulté à se développer. Parce que si on fait une comparaison sur une année entre les deux âges, on a déjà des informations qui sont intéressantes. Je vous en parle, c'est un chantier en cours, mais qui est un chantier compliqué. Et quand on va prendre ces informations et qu'on va les prélever, on va prendre par exemple une série sur 20 années, on va faire 80-2000 ou 30 années, 80-2010, on va pouvoir travailler sur donc 2 tranches d'âge, la mortalité avant 1 an, la mortalité avant 5 ans, et de voir l'évolution pour chacun des pays du monde ou des régions du monde sur 30 années. L'exploitation de cette base de données est extrêmement riche en termes de compréhension de développement. On peut identifier les pays qui se développent vite, ceux qui se développent moins vite, essayer de comprendre après avec d'autres indicateurs, une fois qu'on a identifié les pays qui vont en dents de scie, ce qui s'est passé, de les extraire et de faire un focus dessus. C'est une démarche de recherche. Je ne sais pas si c'est le rôle des profs qui font les manuels ou le rôle des professeurs pour préparer leurs élèves. En tout cas, c'est notre rôle de journaliste, de géographe, cartographe externe, producteur d'atlas, si je puis dire, de le faire. Et je ne sais pas s'il faut vous substituer à nous, enfin aux journalistes ou aux cartographes professionnels qui produisons ce travail, mais en tout cas, je suis convaincu qu'il faut travailler ensemble de manière très étroite et main dans la main. Alors, moi, j'ai l'occasion d'intervenir souvent dans les lycées, dans les collèges, autant avec les enseignants qu'avec les élèves, mais pas suffisamment à mon goût. C'est-à-dire l'interaction entre le travail que nous faisons. Bon, il se trouve que je travaille pour le Monde diplomatique depuis 25 ans, mais voilà, j'aurais pu travailler pour un autre journal, pour un autre éditeur. Cette interaction, elle est très faible, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que j'ai relativement peu de retours des enseignants sur la manière d'utiliser les cartes, ce qu'ils pensent des cartes, comment ils perçoivent ces cartes de manuel, est-ce qu'ils les utilisent telles quelles, ou est-ce que vous les reprenez et que vous, à partir des cartes que vous voyez, vous en faites de nouvelles pour les présenter à vos étudiants, parce que vous pensez que la vision qui vous est offerte, elle n'est pas satisfaisante. Donc voilà. 3 observations. Moi, je suis un vieux, c'est-à-dire que j'ai subi pendant une dizaine d'années des sujets de bac qui étaient l'agriculture aux États-Unis. Quand on sait que, pour
portion énorme de la population américaine vit dans le tertiaire. Walmart, c'est arrivé simplement parce qu'il y a eu quelques documentaires très bien faits dans la marque. Le nom de l'émission m'échappe un instant, qui fait qu'on pouvait se permettre de travailler dessus. Ensuite, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours la curiosité de l'enseignant. Par exemple, quand on a parlé très longtemps de la Sunbelt, une des cartes intéressantes, c'était celle de la pauvreté par comté aux États-Unis, et on s'apercevait que c'était à la fois une région très riche, mais qu'il y avait aussi de solides poches de pauvreté. Et là, les statistiques américaines sur Internet étaient très bien, ou un logiciel comme Geoclip, par exemple, qui faisait remarquablement ce boulot. Et l'autre exemple auquel je pense aussi, bien sûr, par rapport au graphique, c'est le travail fantastique fait par Hans Rosling, qui est intervenu à TED dans les conférences en Californie, et qui croise, par exemple, PIB et mortalité. Oui, en fait, il a l'habitude de croiser plein d'indicateurs sur une cinquantaine d'années et de les faire bouger. Et par exemple, vous avez le Botswana où l'espérance de vie plonge à partir de 95-97 du fait du sida, par exemple. C'est-à-dire que là, il y a des éléments qui ne vont pas faire votre cours, mais qui de fait, viennent compléter si vous avez le temps d'aller les consulter ou les repérer. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir à ce niveau de l'exposé? Oui. Moi j'avais une question, en fait, tout simplement, le vrai problème, ce ne serait pas tellement pour les inégalités nord-sud, pour ces problèmes-là, la vraie question ne serait pas aussi de critiquer la notion de développement durable, parce que dans le développement durable, il y a quand même le mot développement. Le mot développement, il nous oblige aussi à revenir sur les inégalités nord-sud, alors que finalement, c'est plus tellement la question. Oui, j'ai pas voulu aborder cette question parce que c'est assez Le développement durable, déjà, il y a beaucoup à dire et c'est un concept qui est très controversé, très onusien aussi, puisque ça a été un peu inventé par le PNUD. Et on l'a remplacé par développement soutenable, parce qu'aucun développement pouvait être durable si on considérait qu'on continuait à exploiter cette pauvre planète à ce rythme. Il n'y a rien qui durerait. Oui, il y a ces notions qui sont rabâchées en géographie, dans les cours de géographie, elles sont à critiquer, elles sont à remettre en question. Mais là, je voudrais dire quelque chose d'important, parce qu'avant de me présenter à vous, de m'offrir à vous, j'avais un peu peur, à vrai dire, mais je ne voulais pas me présenter comme celui qui va détruire la connaissance acquise dans laquelle vous croyez tous, sur laquelle vous vous reposez. L'idée n'était pas du tout de complètement perturber l'environnement dans lequel vous travaillez. Je me suis dit comment je vais faire pour expliquer qu'il faut aller plus loin, il faut avoir un regard critique sur cette géographie qui nous est offerte, mais en même temps, pas complètement la rejeter, parce que c'est pas positif du tout de tout détruire. En cherchant bien, il y a naturellement... déjà, il y a des cartes. Voilà. Déjà, il y a un outil cartographique très développé, très important dans la cartographie scolaire française. Et ça n'est pas le cas dans tous les pays. En Allemagne, ce n'est pas aussi développé. Aux États-Unis, c'est très pauvre. Je ne parle même pas de la Norvège où j'habite, où c'est vraiment aussi une cartographie très indigente, qui n'est pas du tout pensée, qui n'est pas du tout thématique. Donc là, ici, on bénéficie d'une tradition cartographique thématique importante, même si elle perpétue des concepts et des phénomènes qui sont un peu obsolètes, qui sont anachroniques, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont une vision très éventuellement européocentrée, franco-centrée, avec nos lunettes de pays riches. Je préfère partir de là et dire voilà, c'est une vision, donc parce que c'est une vision, c'est intéressant, mais essayons de critiquer cette vision et de voir ce qu'elle a de vrai ou ce qu'elle a de faux. De toute façon, comme j'avais l'habitude de dire que je suis plus intéressé par la vision cartographie, la vision des gens sur leur propre pays, même si elle est fantasmée, parce que c'est sur cette vision fantasmée qu'on fait des décisions politiques et qu'on dépense de l'argent, c'est pas sur la réalité. Si on a le temps, je voulais vous présenter un travail sur la représentation de la migration. Je ne sais pas si c'est au programme. La migration en Europe et dans les pays et dans les régions sanctuarisées du monde, les autorités, les pouvoirs en ont une vision totalement traumatique et fantasmée. Et c'est sur cette vision traumatique et fantasmée relayée par les médias et qui va un peu dans le sens, l'opinion publique, elle devient un peu xénophobe. Elle va rejeter l'autre, celui qu'on ne connaît pas, c'est aussi anxiogène, on ne sait pas si c'est une menace. En tout cas, elle est présentée comme une menace. Et qu'est-ce qu'on va faire à partir de cette vision, de cette perception depuis 30 ans?
Eh bien, en 1975, on décide de fermer les frontières. On commence par fermer les frontières. Et cette politique, la fermeture des frontières, elle va désorganiser considérablement la migration mondiale, les migrations pendulaires entre le Maghreb et l'Europe, entre l'Afrique et l'Europe. Des gens qui rentraient, qui sortaient, qui pouvaient venir faire une saison, qui avaient une migration saisonnière et qui pouvaient rentrer chez eux sans crainte, sachant qu'ils pouvaient revenir pour la prochaine saison. On est ici. Bon, là, je ne fais pas partir de 75, je fais partie des années 90. Cette vision, ces décisions de fermer les frontières, eh bien, elle va se baser sur rien de concret qu'une vision traumatique, une vision totalement fantasmée d'une possible invasion sur l'Europe, donc d'une menace. Mais cette menace n'est pas du tout réelle, elle existe dans la tête des gens, c'est un mouvement, et on va commencer à fermer les portes d'Europe. Et ici, vous voyez que ces portes, elles vont se fermer de plus en plus. On parlait de représentation graphique d'un phénomène. Ici, c'est la politique de fermeture des frontières de l'Europe entre 1990 et 2012. Elle est très symbolique. Ces portes de l'Europe, elles se ferment de plus en plus. Et j'ai mis ici en petit toutes les lois, tous les règlements qui vont interdire le regroupement familial, qui vont borner tous les accords de réadmission. On va pouvoir déporter, expulser les gens de Russie, de Géorgie, naturellement du Mali, du Niger, etc. Et petit à petit, ces portes vont se fermer jusqu'à presque se fermer complètement, mais pas tout à fait. Il y a quand même un petit filet ici. Mais qu'est-ce qui va se passer en même temps ? C'est que si nous, Européens, on croit que la migration, que fermer les portes de l'Europe et de rehausser les murs et de les faire de plus en plus sécurisés avec des équipements électroniques vont stopper les courants migratoires, on se trompe totalement. On n'arrête pas les courants migratoires, jamais. Simplement, les migrants, ils vont continuer à migrer, mais ils vont prendre des routes plus longues et plus dangereuses. Donc, ils vont mourir beaucoup plus. Et c'est ce que symbolise cette image ici. Par période égale, on voit que là, on est de 92, 96, 96, 2000, 2004, 2004, 2008, etc. Où on voit que par période égale, le nombre de morts augmente. Et comme vous le savez très bien, quand on va faire le bilan pour la période 2008-2013, on va aboutir à une figure qui sera donc en termes d'années équivalentes aux années d'après. Et là, pour l'instant, on était pour l'année 2013. Qui représentait moins d'années, mais vous voyez, avec un rond plus gros, on n'est pas loin de 8700 personnes identifiées, et c'est une statistique à minima, hélas. Donc voilà une manière de représenter, donc c'est ça aussi qu'il est important de voir. Donc si on a une représentation nord-sud trop prégnante dans les ouvrages, c'est une vision, c'est une perception, et si elle est aussi prégnante et aussi présente, j'ai du respect pour cette vision, c'est celle qu'on a tous, et puis c'est celle avec laquelle on vit. Bon, il n'y a pas que ça, je pense à la triade, je pense au village monde aujourd'hui, c'est naturellement des choses qui sont contestables, mais j'ai du respect pour ces représentations, parce que ce sont celles avec lesquelles on a vécu, et au lieu de les détruire, je préfère les déconstruire avec des arguments tangibles et réels du coup. Donc je vais dire que ces visions, c'est comme ça, c'est comme la vision traumatique de l'Europe sur la migration, on ferme les portes parce qu'on croit qu'on va avoir une invasion alors que cette invasion elle est nulle et non avenue, ça n'existe pas. Ce n'est pas les 60 000 demandeurs d'asile qui vont venir menacer la culture européenne, c'est impossible, ça ne tient pas la route. Mais les politiques et les investissements d'argent, elles sont basées sur ces visions traumatiques. Donc une vision nord-sud et la vision du village-monde avec la triade, c'est aussi une vision, elle est là, elle existe, mais à mon avis, elle est anachronique, elle est obsolète, elle n'existe plus aujourd'hui. J'avais préparé pour vous une figure qui est celle-ci, et qui était une vision décentrée, qu'on appelait l'œuf asiatique. Alors évidemment, c'est aussi une vision, je l'ai faite pour qu'on la discute, elle est contestable, mais elle renverse les rôles. Et vous le voyez aussi dans les couleurs, l'œuf asiatique, on va avoir un recentrage sur l'Asie où on va intégrer tous les grands et les petits émergents, Chine, Inde, mais aussi tous ceux d'Asie du Sud-Est, qu'on va regrouper dans cet œuf asiatique, qui vont être donc la nouvelle dynamique du monde, c'est là où vont se passer les échanges. Et puis les échanges internes, puisque en recherche-développement, ils vont devenir très bons très bientôt avec la fabrication des armes, des ordinateurs en Malaisie, en Indonésie, en Chine, le développement de technologies nucléaires, de biotechnologie, etc. Ils pourront tout à fait se passer de la technologie européenne et même de la technologie américaine dans beaucoup de réunions internationales. Je pense à ASEAN, je pense à certaines
organisations économiques régionales, là où les États-Unis étaient omniprésents et invités, on ne les invite plus. Voilà, c'est aussi un signe qui est intéressant, cet œuf asiatique. Et d'une manière un peu provocative, j'ai légendé et colorié dans une couleur un peu dégradée, comme ça, ces zones stagnantes, déclinantes pour certaines, et qui représentent d'une certaine manière la triade. Mais vous voyez, c'est la triade plus 1, quoi. C'est la quadrade, je ne sais pas comment l'appeler, parce qu'on parle de la triade, mais bon, on a oublié quand même l'Australie-Nouvelle-Zélande, qui a été une pièce extrêmement importante du puzzle triade, si je puis dire, qui a été un relais américain, et qui reste d'ailleurs un relais américain très important, dans une vision où on dit ici, voilà, bon, je ne sais plus trop comment je l'ai légendé, puissance traditionnelle menacée, stagnante. Voilà, on a discuté même, les mots sont importants sur la terminologie. Fallait-il utiliser le mot déclinant? C'est un peu gênant de dire déclinant parce que les États-Unis restent, ou l'Amérique du Nord reste quand même une puissance extraordinaire, une puissance militaire, une puissance économique, une puissance culturelle gigantesque, l'Europe aussi. Donc on ne pouvait pas dire vraiment déclinante, mais par contre stagnante, soutenue en ça par les taux de croissance ridiculement bas quand on les compare avec les autres pays émergents. Donc voilà. Toujours le piège de la surface pour l'Australie, par exemple. Oui, oui. Par rapport au nombre d'habitants. Disregarding ça, je suis tout à fait d'accord. On peut retravailler de manière anamorphique, si je puis dire, ou en faisant correspondre l'État. Cela dit, moi, ça ne me dérange qu'à moitié, parce que l'Australie fait l'objet d'attention particulière des émergents, de l'Inde et de la Chine en particulier, qui vont y racheter des mines, qui vont y faire de l'exploitation, ils vont même y racheter des terres. Donc voilà, que la surface soit un peu grande, l'Australie c'est un petit peu moins loin que le reste, c'est moins compliqué que de racheter des terres en Afrique, c'est plus stable politiquement. Par conséquent, que ce soit un petit peu grand symboliquement, c'est pas tellement ça qui me dérange, mais on peut naturellement en discuter, retravailler ces documents. Mais là, on va avoir un document qui va donner une image inverse, qu'on peut mettre en regard avec la fameuse carte de la triade. Et éventuellement, voilà, donner ça aux élèves pour voir comment ils pourraient, ce qu'ils pourraient en dire, ce qu'ils peuvent en comprendre, naturellement, sans prendre le risque de semer totalement la confusion dans leur esprit. Bon, déjà que la carte de la triade, c'est compliqué. Alors si en plus on leur explique que la triade, maintenant, il y a une image négative, c'est un petit peu différent. Oui. C'est déjà compliqué, par exemple, de prendre un pays d'Afrique qui aurait 10% de croissance et d'expliquer que ça fait partie des pays du Nord pauvres, alors qu'ils sont à 10% de croissance. Un pays d'Afrique pauvre qui fait 10% de croissance le Kenya, par exemple. Oui, qui reste un pays pauvre. Oui. Alors voilà, donc ça c'est aussi le problème à bien expliquer, qui est le problème des valeurs. Je ne sais pas si on est toujours vraiment très clair avec les élèves sur cette idée, sur ce que représentent les valeurs et les possibilités de manipulation quand on présente une question en pourcentage ou quand on la propose en volume ou quand on la propose divisée par le nombre de quelque chose. Voilà. Oui. Ou encore, par exemple, j'avais vu il y a quelques années dans un manuel qu'on présentait le Bangladesh comme un pays du Sud, mais avec les 2 tiers de la population qui travaillait dans le secteur tertiaire. Ah oui, et donc vous voulez dire que puisqu'ils travaillent dans le secteur tertiaire, c'est un signe de modernité extraordinaire. On aussi expliquer aux élèves que ces différentes valeurs finalement ne représentent plus le monde. Voilà, mais c'est pour ça que, alors c'était une autre de mes remarques que j'avais envie de voir, mais la vitesse à laquelle sont fabriqués les manuels et peut-être le temps que nous avons, nous professionnels ou vous enseignants, pour préparer les cours, peut-être vous interdit d'avoir une approche multiparamétrique ou multi-critères de ces pays. Alors c'est aussi un des nombreux chantiers que j'aimerais développer, mais hélas je suis tout seul, donc si vous voulez participer, c'est assez collectif, je vous donnerai le nom du site, c'est un site participatif. Et bien développer pour des pays ou des régions des études, alors je les ai appelées multicritères des pays, justement pour éviter de tomber dans ces pièges. Ça voudrait dire prendre une vingtaine de critères, les considérer les uns derrière les autres, produire des cartes, les comparer, mais aussi les rassembler et en faire, alors je ne sais pas si vous êtes très familier avec ce traitement statistique qu'on appelle traitement statistique bivarié ou multivarié.
On va produire des analyses statistiques qu'on appelle dans notre jargon, je m'excuse par avance, analyse factorielle des correspondances, c'est-à-dire qu'on va prendre un grand tableau statistique avec un pays sur plusieurs années avec une vingtaine de critères et essayer de diagonaliser ce tableau pour essayer de mettre en rapport en fait les critères les uns avec les autres et de définir très précisément des profils d'évolution, de développement de ces pays, de voir quels sont les points saillants. Donc le Bangladesh, ce serait certainement très intéressant parce qu'il s'y passe beaucoup de choses et une population très active, après la Chine, un des plus gros ateliers du monde, évidemment, avec la population. Des pays comme le Nigeria aussi, des émergents africains comme le Nigeria, ce seraient des études absolument passionnantes à faire si on avait le temps de le faire et dont les résultats pourraient très bien être exploités, je le vois très bien, comme un outil dans un ouvrage scolaire. Si tant est que il faudrait utiliser les pays au programme, mais bon, il me semble que Bangladesh, Nigeria, Brésil, enfin Malaisie, etc., sont des pays au programme. Tu voulais dire quelque chose? Ah pardon, oui, je vous écoute. Je ne suis pas de la maison, si j'ose dire, puisque je fais partie des gens ici qui sont pas historiens géographes, mais ce que je trouve intéressant, c'est de se demander, du coup, du point de vue de la conception générale de notre enseignement, dans quelle mesure le moment réflexif que vous proposez, réflexif ou critique, est l'objet même de l'enseignement, d'une certaine manière. C'est-à-dire, est-ce qu'on enseigne l'état du monde ou une vision d'état du monde ou une réflexion critique sur les propos tenus quant à l'état du monde, enfin quelque chose comme ça. C'est autrement dit, est-ce qu'on peut imaginer que ce ne soit pas l'agriculture aux États-Unis qui soit l'épreuve, mais plutôt l'exercice de comparaison critique entre deux visions cartographiques, deux propositions cartographiques, qui serait la véritable épreuve en réalité, plutôt que quelque chose qui serait censé être un état du monde. Est-ce que ça existe d'ailleurs, un propos sur un état du monde? Ça mériterait d'être réfléchi. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais en tout cas, c'est un aspect qu'on a abordé ce matin sur les programmes. Donc, ce n'est pas les enseignants qui font les programmes, c'est le ministère qui va proposer des programmes, et bon, c'est un système qui est organisé, ce qui est un peu sa propre logique, et on est tributaire de ça. C'est-à-dire, même si on aimerait proposer une autre vision du monde, ou une vision plus multiple. Et entre parenthèses, c'est ça qui était le paradoxe, c'est que cette partie du programme intitulée « Représenter le monde par les cartes », elle était faite pour ça. C'est dans si je me souviens bien, c'est dans le programme en disant voilà, il faut proposer des visions alternatives du monde. Mais en réalité, quand on voit ce qui était imposé, c'est-à-dire d'aborder la différence entre les échelles et puis surtout la différence thématique, de faire économie, aspects sociaux, environnement par exemple, ça interdisait, parce qu'il fallait que tout soit traité. Donc il fallait qu'il y ait une carte environnementale, une carte économique, une carte santé ou développement. Et du coup, ça a interdit aux enseignants qui ont produit ce chapitre de vraiment faire des visions, d'avoir par exemple une vision traditionnelle et de faire une vision alternative, une ou deux, pas forcément révolutionnaire d'ailleurs, mais simplement une vision qui fait le point ou qui se fait le témoin de débats. Moi, je ne suis pas économiste, mais je sais que les économistes se bagarrent sur des analyses de la crise et qui ne sont pas d'accord. J'ai lu ce qu'ont écrit sur la crise les économistes atterrés. J'ai lu aussi des travaux d'économistes libéraux qui sont en complète contradiction. Et comme je ne suis pas économiste, je ne sais pas à quel sein me vouer. Et d'autres analyses économiques qui disent encore des choses tout à fait différentes. Par conséquent, les visions du monde, c'est un petit peu la même chose. On a des interprétations, et ces interprétations, elles sont liées à ce qu'on sait du monde, c'est-à-dire à notre niveau de connaissance, à notre capacité à absorber l'information qui nous vient en grande partie à travers les médias. Mais je pense que ce serait possible, on en a parlé ce matin, mais je suis réaliste aussi, je crois que dans les programmes, les élèves vont avoir à faire des croquis avec des résultats qui sont déjà attendus. On sait ce qu'on attend des élèves. Et ces élèves,
vont avoir, ou les enseignants, même si les enseignants sont convaincus qu'il y a des images plus à jour, plus intéressantes, voilà, de la triade, du système monde, des acteurs, de la... ouais, il y en a un en particulier qui est terrible à envisager parce qu'il est aussi assez présent, enfin en tout cas dans les manuels que j'ai vus, c'est la compétitivité. Voilà, quand on parle du renforcement de la compétitivité américaine ou de la menace sur la compétitivité américaine parce que la Chine va se développer ou elle va produire des biens de consommation qui, même avec le transport, vont arriver à 3 fois moins cher. Bon. D'abord, on n'est plus dans cette logique. Il y a aussi une crise en Chine et en Inde. Il y a voilà, beaucoup de sociétés en Europe qui sont en train de relocaliser plus près, qui reviennent en Bulgarie, en Roumanie. Donc tout ça évolue tellement vite que finalement, je ne suis pas sûr même que cette vision un peu traditionnelle soit encore... enfin, que ce soit de cette manière-là qu'il faille l'aborder. Et donc, ma réponse, oui, c'est possible, mais on ne peut pas aller plus vite que les IPR, on ne peut pas aller plus vite que ceux qui changent les programmes. Et voilà, j'avais envie de m'offrir à vous avec des compromis, c'est-à-dire en disant peut-être qu'on peut travailler une carte d'une manière traditionnelle, mais y ajouter des éléments, un peu de sel et de poivre, des éléments d'explication complémentaires qui viendraient compléter une vision telle qu'elle est attendue à la fin des programmes. Et je dis ça, je suis à moitié convaincu, mais je dis ça parce que je n'ai pas envie justement d'apparaître comme celui qui va détruire un système pour remplacer par un autre, parce que ce n'est pas l'objet. On a trop considéré les cartographes ou les géographes progressistes, émancipateurs, etc., de vouloir détruire les géographies anciennes, traditionnelles, orthodoxes. Ce n'est pas du tout le cas. C'est totalement autre chose. D'ailleurs, notre géographie, notre cartographie, elle est imprégnée de toute cette... Nous sommes nous-mêmes des géographes traditionnels à l'origine. Moi, j'ai fait mes études entre 1980 et 1988. On était vraiment en plein dans cette géographie traditionnelle. Simplement, on avait envie de la faire aller plus loin. Et j'ai un grand respect pour mes maîtres géographes, Pinchemel ou Beaujeu-Garnier, évidemment, pour ce qu'ils avaient de totalement universel. C'était aussi des visions très généreuses, très intéressantes. Donc, c'est pas contre, c'est autre chose, c'est en complément. Et je pense que mon attitude aujourd'hui, face à l'analyse de ce que je vois dans les manuels scolaires, c'est ça, c'est aussi ce compromis. Je ne suis pas d'accord, mais je ne souhaite pas détruire les piliers sur lesquels les enseignants et les élèves se reposent, parce que ce serait contre-productif. Et je préfère une approche progressive. Oui. Je vais parler de ma place d'inspecteur. En fait, l'apparition d'une réflexion sur les cartes est très récente dans les programmes. Ça n'existait pas du tout avant. Sauf que ça ne se traduit pas réellement dans les épreuves du baccalauréat par une épreuve qui soit une vraie épreuve réflexive sur ce que c'est que la carte. Maintenant, je crois qu'il faut voir la porte qui s'est entrouverte aussi et se dire que sur d'autres programmes, quand je dis d'autres programmes, c'est-à-dire des programmes de classe qui ne sont pas à examen, parce qu'on sait qu'il y a la pression de l'examen et la forme que prend l'examen qui détermine quand même un certain nombre de choses. Mais sur les classes de seconde ou de première, se dire quel type d'outils je pourrais utiliser pour donner aux élèves l'habitude, sur des questions qui sont au programme, pour donner aux élèves une autre manière d'aborder ces notions-là. Bon, je pensais au développement durable, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu omniprésent dans les programmes de géographie. Et pas seulement de géographie d'ailleurs, en SVT, en SES, enfin on le voit comme un fil conducteur très fort. Rien n'empêche, en seconde, quand on aborde le développement durable, de donner aux élèves une approche critique de la notion. Et je crois d'ailleurs qu'il faut le faire, c'est aussi notre rôle, que ce soit en géographie ou en éducation civique, juridique et sociale. Et c'est du travail qui sera une plus-value pour les élèves quand on les a en terminale et pour la suite après. Et je pense qu'en philosophie, du coup, ça peut aussi permettre d'ouvrir l'esprit des élèves. C'était ça un peu le sens de mon intervention, c'est-à-dire qu'on est assez friand de partage, de distance critique en fait. Donc ça nous convient. Je comprends très bien que l'année d'examen soit très compliquée de le faire, étant donné le poids des programmes. Maintenant, il faut arriver à l'insuffler un petit peu sur les classes en T-Bac, où on a un peu plus de souplesse malgré tout, même si les programmes restent lourds, j'en ai bien conscience. On peut tout à fait les préparer aux examens sans les formater
Ah mais je n'ai pas parlé de formatage. Sans les formater, on peut les préparer sans les formater. Bon, en même temps, il faut être, vous le savez bien, réaliste. C'est-à-dire que le problème, quand j'ai eu moi à corriger sur la fin des croquis de bac, comment je notais les 15 croquis identiques qui avaient été appris du cours du prof, alors que j'espérais qu'intellectuellement, il y ait un peu plus et autre chose à faire. Ouais, je suis convaincu qu'il y a autre chose à faire. Mais l'exercice scolaire est terrible là-dessus. Il a tendance, effectivement, à tout laminer et à faire disparaître l'intérêt du travail. Mais il ne faut pas voir l'ensemble de son enseignement au regard de l'épreuve telle qu'elle est. Non, mais puisqu'on parle de cartographie, je dis effectivement, ce qui a été par rapport à ce qu'on a dit ce matin, c'est vrai que c'est malheureux parce que les élèves étaient extrêmement sérieux et les croquis étaient souvent remarquablement appris. Mais il t'a pris. Oui. D'ailleurs, alors, on est vraiment au cœur du problème parce que, oui, bon, j'avais pas envisagé sous cette terminologie, sous cet aspect, la pression de l'examen. C'est vrai, l'examen est une pression. Comme pour nous, journalistes, là, je vis 25 ans tous les mois avec une pression épouvantable. Le 20 du mois, il faut terminer, c'est pas fini, on n'a pas l'idée, on ne sait pas quelle couleur on va mettre, il faut mettre un titre, un texte, et c'est horrible. C'est une souffrance affreuse. Et je pense que la perspective de l'examen, elle est aussi une souffrance affreuse pour les élèves qui vont, qui sont anxieux, qui vont pas trop savoir comment organiser leur chose. L'exercice que vous avez fait avec vos élèves de cartographie mentale, c'est le sujet, c'était mon monde. Et moi, j'étais très touché. D'abord, les élèves ce matin étaient extrêmement attentifs. Ils ont posé des questions. Et vraiment, on sent qu'ils s'étaient intéressés. Ils sont revenus me voir en me disant oui, on avait fait des cartes avec notre prof et on voudrait vous les présenter. Et une des élèves m'a dit moi, je vous offre la mienne. Alors ici, on a mon monde. C'est une représentation extraordinairement mature, si je puis dire. Elle a donc dessiné ce cerveau, et puis elle a légendé ici. C'est en même temps mature, c'est en même temps philosophique, intelligent, ça fait appel à des notions, à des questions qu'ils se posent. Hein. C'est des ados, donc ils sont en formation, ils sont en recherche de modèles, je sais pas moi, de valeurs, d'utopie, etc. Et là, elle met des choses qui sont très jolies. Problème de syntaxe, générosité, c'est le vert, la générosité, vous voyez. L'inconnu, c'est le jaune. Alors le rose, qui est très grand ici, c'est la gourmandise. Les croyances, la fantaisie, la maladresse, le bonheur. La susceptibilité, c'est ce trait bleu qui fait la totalité du tour du cerveau, la susceptibilité. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Évidemment, on est en plein dans la cartographie mentale, sensible, la cartographie émotionnelle. Disons ce que la discipline cartographique peut faire. C'est un document extraordinaire. Je suis très tenté de le publier sur le blog et d'en faire un commentaire parce que ça mérite vraiment d'être reconnu, mais je ne le ferai pas sans son accord, évidemment. Voilà ce qu'ils ont envie de faire, voilà ce à quoi ils pensent. Alors évidemment, quand on les remet sur le système monde et la compétitivité européenne, il y a une petite différence. Et je me dis qu'entre les deux, peut-être, alors après, ce serait une discussion très intéressante avec l'inspection, avec le ministère, pour voir s'il y a une place pour ça, ou est-ce que cet exercice a-t-il sa place au lycée? C'est-à-dire, est-ce qu'on met le jazz dans une école, ou est-ce que le jazz reste un truc totalement libre qui doit se faire comme ça, vous voyez? Ou est-ce que ça, c'est de l'art, et c'est de l'art graphique, c'est de la pensée, etc., et que c'est pas dans l'académie, c'est pas dans l'école, c'est ailleurs. Ça peut se faire dans les musées, dans des projets externes, dans des ONG, à la Maison des Jeunes, etc. Pour moi, c'est une question qui est très importante. Et c'est pas la première fois que je vois ça. J'ai fait ces exercices cartographiques déjà avec des classes, des entretiens et des dessins, et je vois une profusion de créativité, d'inventivité qui est vraiment spectaculaire, qui est extraordinaire. Tout d'un coup, on les lâche avec des crayons de couleur et avec des indications comme ça, avec plein de... Je peux vraiment faire ce que je veux, monsieur? Oui, il faut suivre un petit peu les indications que je vous ai parlé, mais sinon, le reste, c'est de votre responsabilité pour produire des choses aussi belles que ça. C'est très touchant, c'est bon, voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses dedans, et je pense que, voilà, tout cet ensemble, c'est très graphique. Il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des traits, il y a des mouvements. Eh bien, c'est de la sémiologie graphique. On peut tout à fait en rediscuter. Ça peut être la base d'un cours de philosophie, certainement même d'un cours de cartographie, voire un cours de géographie s'il y a des choses qui sont un peu spatialisées. Enfin, pas trop ici, mais
Et je pense qu'il existe, moi je l'ai vu pour Rennes, des cartes sur l'espace perçu et vécu par des jeunes et qui sont de qualité remarquable, donc avec la dimension spatiale. Donc ça doit pouvoir se trouver. Voilà, aussi. donc ma question c'est, est-ce que c'est possible de faire un lien entre ça et l'examen par exemple, et ce qu'on attend d'un élève, c'est-à-dire aussi de développer son sens critique, sa créativité, sa sensibilité artistique, ou est-ce que, qu'est-ce qu'on va juger à l'examen, uniquement sa capacité à absorber des connaissances voilà, qui sont plus forcément à jour. Bon, je pense que pour le futur, bon, on va pas changer les choses en 2 ans, mais pour le futur, je pense que c'est une réflexion qui est intéressante, parce que je vois bien, voilà, plus je fais des interventions avec des élèves dans les lycées. Ma dernière était à Saint-Étienne, j'en ai même fait un à Barsac-les-Mines, dans un collège, dans une zone totalement dévastée du point de vue du travail, du chômage, dans un collège avec des élèves de 3e, c'était totalement époustouflant. Et bon, voilà, je me dis aussi que si... Et à Barsac, c'était vraiment des opérations pour essayer de lutter contre l'échec scolaire et pour essayer vraiment de réactiver une envie chez les élèves d'apprendre, etc. Donc c'était un petit peu différent. Et donc c'est donc en lien avec votre question, et c'est pour ça aussi que quand la maison Hachette m'a demandé de faire une expertise sur ce premier chapitre complet, ce que j'ai fait, c'était 30 pages d'analyse très complète. Finalement, ils ont pu tenir compte d'une toute petite partie, mais ils ont gardé l'analyse en disant c'est extrêmement intéressant. On comprend bien les enjeux que vous soulevez et les problèmes que soulèvent nos représentations, notre cartographie, mais pour cette version-là, on ne pourra malheureusement pas changer telle et telle chose. Par contre, on peut adapter certaines de vos visions. Mais bon, ça relevait aussi d'une très bonne volonté et ça relevait d'une initiative assez intéressante qui le demande et qui demande à, pas que moi, un certain nombre de gens extérieurs qui ne sont pas ni des profs, ni des rédacteurs de manuels, de le faire. Voilà. Le positionnement des géographes universitaires, parce que eux, ils sont dans la science, dans la géographie savante, est-ce qu'ils arrivent quand même, au moins par capillarité, à quand même... Alors, je dirais pas parce que tous. c'est vrai que les manuels, il y a cette vision nord-sud, les conséquences de la mondialisation ne sont pas analysées en profondeur. Il y a quand même des problèmes de termes, par exemple BRIC. C'est dans l'historien géographe qu'on apprend que c'est Goldman Sachs qui a inventé. Et là, du coup, c'est vrai que ça interpelle sur ce qu'on enseigne, et du coup, on doute, surtout. Oui, bien aussi, sûr. Mais c'est intéressant de retrouver l'origine, parce que c'est vrai que on utilise aussi très souvent, on a une terminologie qu'on utilise, mais dont on ne connaît pas l'origine et la provenance. Donc c'est toujours important d'avoir... mais depuis les BRICS, je crois que c'est Goldman Sachs qui a aussi inventé les 7 best ou les 11 best. Il faut que je retrouve, bon, ils ont sélectionné 7 ou 11 pays parmi ceux qui ont une croissance la plus démente. Et puis ils les ont appelés les 11, je crois. Bon. Donc même c'est aussi des effets de mode, ça change. Là maintenant on voit que les BRICS, ils ont rajouté l'Afrique du Sud, donc ils les appellent les BRICS, que la croissance se réduit sensiblement, considérablement, donc ça les intéresse un peu moins, puis ils essayent de rechercher un autre moyen d'organiser le monde comme ça leur plaît, mais là aussi la formule BRICS, elle est très arrogante dans le sens où elle est aussi une catégorisation qui est inventée par nous. On catégorise l'Afrique. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le lapsus, Fonds monétaire, non, le Fonds monétaire international, inventent les ajustements structurels dans toute cette période des années 90, en imposant la politique des ajustements structurels à l'essentiel des pays d'Afrique, qui vont donc détruire les services publics, ils vont détruire l'espace public africain. Ils vont créer des milliers de morts, même certainement, et puis ils se rendent compte que c'est un échec, cette politique ne marche pas, qu'elle paupérise encore plus. Ils vont privatiser à tour de bras, ils vont vraiment, c'est une opération de destruction du service public africain. Ça n'est rien d'autre que ça. Tout ça en se disant qu'ils allaient booster le secteur privé, donc l'activité économique, comme si l'Afrique avait été capable d'avoir une croissance identique à celle que nous, on avait il y a longtemps. Et puis ils voient que ça ne marche pas, donc ils arrêtent. C'est au début des années 90 ou des années 2000
la Banque mondiale va se fendre d'un communiqué de 5 lignes dans lequel ils vont dire nous arrêtons la politique des ajustements structurels et nous regrettons les dommages qu'elles ont causés aux pays africains. Point à la ligne. Et c'est tout, voilà ce que va dire la Banque mondiale. Et ils vont passer à autre chose. Ils vont passer à des politiques de réduction de la pauvreté, les RSP. Et puis maintenant, c'est ces politiques qui sont en jeu, mais qui ne sont pas tellement plus efficaces. Si on en juge mon graphique là, qui va jusqu'en 2012, on n'a pas vu les colonnes bouger considérablement, donc ça ne marche pas plus. Et on va passer à autre chose. Ça aussi, ça correspond à des politiques qui sont décidées. Ce n'est pas des effets de mode, c'est des politiques, on essaye, on arrête. Et la manière dont on catégorise le monde relève de la même logique. On va les classer comme ça, et puis on va trouver un autre classement, et puis ensuite, peut-être, on va trouver à produire un classement financier. Alors, confiance ou pas confiance, là je dirais c'est de l'information, c'est ce sur quoi on croit. Après, on va rentrer vraiment dans la géographie résistante, où on va consciemment dire, ben non, on arrête de se baser sur les analyses et sur les catégorisations qui sont publiées par les agences de notation, parce que ces agences de notation sont toutes puissantes et elles vont décider du devenir d'un pays sur la base de critères qui leur sont propres. Qui sont des critères de croissance, d'efficacité, de confiance, de capacité à réduire le plus possible, je sais pas moi, la masse salariale, les coûts, etc. Et puis plus ils vont avoir une politique terrible pour l'emploi, pour le travail, pour les services sociaux, et bien mieux ils vont être notés. C'est un paradoxe. Pourquoi est-ce qu'on ferait confiance? Pourquoi est-ce qu'on se dirait un pays est formidablement bien géré quand il a essoré sa population? Et on va dire aujourd'hui, ben voilà, ça c'est le modèle. Et puis tous les pays qui vont faire un vrai effort, je pense à l'Estonie en particulier, un petit pays modèle, un peu laboratoire, l'Islande, d'après la crise aussi, qui a considérablement réformé, changé sa vision, qui va essayer de relancer son service public, de repartir. L'Estonie, c'est devenu le e-pays, hein. Maintenant on fait tout par Internet. Il y a des gens qui disent n'avoir jamais signé un chèque, n'avoir jamais envoyé par la poste une déclaration d'impôt, une déclaration de sécurité sociale, tout est électronique, se fait par email, par transfert. Voilà des choses qu'on ne sait pas, par exemple, et qui est très mal noté, parce que justement, tout ça, ce sont des coûts, mais des coûts également répartis sur la population qui vont stabiliser, sécuriser certains aspects, mais ils sont mal notés parce que c'est des coûts, alors que normalement, c'est le contraire. Là, il y a un paradoxe, ça vaudrait le coup d'y revenir, et puis ça fait référence à la confiance, à la confiance, vous dites, on n'a plus confiance à la confiance dont vous parlez, et bien, je pense que ça mériterait aussi pour les élèves, pour nous, de réaborder la question de la catégorisation du monde selon ces critères et selon les impacts et les effets. J'ai pas du tout vu dans aucun livre scolaire, parce que je pense qu'ils considéraient que c'est pas neutre, que c'est un positionnement politique, que de dire que quand on a une politique d'austérité où on réduit les investissements dans tous les services publics pour réduire la dette, pour solidifier le pays, mais qu'en contrepartie, ça va dévaster les conditions de vie de la population. Là, je pense au pays de ma chère et tendre épouse, la Lettonie, qui a vraiment été un pays dévasté. Et comme disait le Premier ministre, jusqu'à présent, on a taillé dans la graisse, et à partir de maintenant, nous allons tailler dans la chair. Donc, déjà, ils ont été essorés, mais maintenant, ça va être pire. Et il n'y a pas de miracle letton, contrairement à ce qu'on croit. Vraiment, des revenus divisés par 2, des pensions divisées par 3, des écoles qui ferment, des hôpitaux qui ferment, des services qui ferment. Tout ça, une migration qui s'intensifie, hein, de populations qui vont aller chercher du travail en Angleterre, en Irlande. Bon. Donc, aussi là, paradoxe, et probablement des notions qui mériteraient vraiment qu'on revienne dessus et qu'on les considère dans leur contexte complet, y compris des impacts pour la population. Oui ? Finalement, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, après que le FMI et que la Banque mondiale soient revenus sur ce qu'ils avaient fait en Afrique, ayant remarqué que ça ne fonctionnait pas du tout, on est en train de le faire en Europe, sachant déjà que ça ne fonctionne pas. Voilà, alors l'histoire ne donne pas de leçon. Bon, je ne voulais pas en parler en particulier, mais oui, effectivement, on a imposé à la Lettonie exactement le même remède, soi-disant de cheval, qu'on avait imposé aux pays africains 10 ou 15 ans plus tôt, pour un résultat catastrophique. Bon,
la Grèce, l'Espagne, bon, on est dans l'actualité, donc je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais, et puis les États-Unis, en défaut de paiement complet, ça va être assez intéressant à observer ce qui va se passer et quel type d'accord ils peuvent faire. Là, en plus, comme les États-Unis sont au programme, et qu'on vient de sortir les livres scolaires pour cette année, je ne sais pas ce qui va se passer dans les 2 mois, mais en fonction des décisions qui sont prises par l'administration américaine ou ce qu'ils pourront prendre et l'accord qu'ils pourront faire, là, on risque d'être totalement obsolète en fait, sur la connaissance immédiate qu'on a des États-Unis et d'avoir à reconsidérer l'économie américaine, la politique américaine ou la géographie des États-Unis complètement différemment au prisme de ce qui va se passer. On est dans une configuration qui n'est jamais vue. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la difficulté pour les enseignants et qui provoque un peu cette anxiété que je sens, qui est très très récurrente chez les profs d'histoire géo avec lesquels je travaille ou je m'entretiens, c'est que les événements et les éléments changent tellement vite et les éléments sont tellement importants que finalement on va aboutir à une reconfiguration du paysage géopolitique des acteurs. Qui pensait en 2011 que les révoltes arabes allaient s'étendre et complètement changer la donne dans tout le Maghreb et le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, si j'avais un cours à faire, de qualifier. On peut faire un cours de géographie immédiate ou d'histoire immédiate pour expliquer ce qui se passe, où sont les guerres, où sont les États affaiblis, où sont les révoltes, etc. Mais c'est très difficile aujourd'hui de redéfinir des blocs, de redéfinir les pays qui ont une importance, comme l'Égypte avant avait son rayonnement régional, place qui a été prise par la Turquie, mais la Turquie devient affaiblie. Et, on est un petit peu dans un système très, très tourbillonnant qui interdit finalement d'avoir une grille de lecture un peu utile pour les élèves. Donc c'est un peu gênant. Et là, bon, on a donc les révoltes arabes dans les pays arabes depuis 2011, et maintenant, si on commence avec le shutdown aux États-Unis, dont on ne sait pas ce qu'il sera, et c'est donc une observation quotidienne, et c'est très... là, du coup, les enseignants peuvent enseigner un système américain qui va devenir très vite obsolète.